Bonsoir à tous, bienvenue dans les premiers rendez-vous de Pharos sur la vulgarisation sur internet. Alors n'hésitez pas à réagir dans le chat afin que je puisse retranscrire vos impressions à mes collègues présents ou avec le hashtag RDVPharos. Et là je vais laisser la parole tout simplement à mes très chers Dave et Mandax qui vont vous exposer, vous présenter l'émission. Bien Dave, je te laisse commencer. Eh bien, merci Mandax, bonsoir, donc c'est Dave d'Histoire Brève. Aujourd'hui, pour le premier live de la vidéothèque qui aura pour thème la vulgarisation sur Internet, nous avons comme invité donc Ben de Nota Bene, Vled Tapas et Mandax de la Tronche et Loki, Végarou de la chaîne Végarou. Nous avons aussi Anna D du blog de la Blasée et des 7 objets mais qui parlera pas trop ce soir. Et pour finir, Raph de Codemu. Voilà. Bonsoir. Et donc le thème de ce soir, on a une émission en deux parties. D'abord, on va vous présenter la vidéothèque très rapidement pour faire le point sur ce qu'on fait dans la vidéothèque. Et puis après, on aura un débat dont le thème sera la vulgarisation sur Internet et la place de l'expertise ou des non-experts dans ce travail de vulgarisation. Voilà en gros le programme. Dave. Bah écoute, on va tout d'abord commencer par une petite partie donc sur la vidéothèque. Je pense que je vais tout simplement laisser la parole à Ben et Raph pour ça. Tout à fait. Avec plaisir les amis. Bonsoir à tous. Voilà donc bonsoir et puis merci d'être si nombreux pour ce premier live les amis. Alors mon cher camarade Mu, est-ce que tu veux commencer ou pas? Est-ce que tu veux nous raconter la genèse? Je veux bien raconter la genèse effectivement, comment tout ça a commencé. D'abord, j'aimerais dire bonsoir. Moi, je suis le professeur Mu de la chaîne Codemu. Et donc la vidéothèque. Comment est venue cette idée entre Ben et moi? Alors, ce n'est pas une histoire d'amour ou quoi que ce soit, comme certains auraient pu le voir sur une certaine vidéo, mais c'est bien une histoire d'une très bonne idée qui nous est venue à tous les deux quasiment en même temps. Donc on avait tous les deux créé notre chaîne culturelle et on s'est dit tous les deux tiens c'est dommage, il y a pas mal de petites chaînes culturelles qui commencent à se créer en même temps et ça c'était courant de l'année dernière en été et on s'est dit ça serait pas mal que toutes ces petites chaînes culturelles puissent se regrouper autour d'une page Facebook dans un premier temps et d'un groupe Facebook pour pouvoir simplement s'entraider, permettre qu'on puisse partager nos viewers, nos abonnés et qu'on puisse se donner des conseils, aider les personnes qui veulent se lancer, etc. Et du coup, on a lancé ça tous les deux ensemble. Ben a créé simplement le groupe sur Facebook. Moi, j'ai créé la page Facebook. Et donc, tous les deux, vraiment, quasiment en même temps, on a eu cette idée et en même temps, on a tout créé. On a créé donc le concept de la vidéothèque d'Alexandrie. On a réfléchi aussi au nom justement la vidéothèque d'Alexandrie, qui se référait justement à quelque chose de culturel. On voulait quelque chose qui ait de l'impact, qui ait du sens aussi auprès des personnes et qui soit un petit jeu de mots par rapport à ce qu'on voulait faire. Je ne coupe pas si je me trompe. Non, c'est très bien. Tu parles fort bien, je trouve. Merci beaucoup, merci. Je ne parle pas si bien que toi, mais auprès de personnes et du coup, ça s'est très rapidement, ça a pris des proportions assez phénoménales, puisqu'en fait, on avait pas mal de petits contacts justement de petites chaînes culturelles comme ça qui commençaient à émerger, et toutes ces personnes-là ont été super motivées pour pouvoir rejoindre ce groupe et faire développer justement ce projet. Du coup, il y a eu un énorme enthousiasme qui s'est créé autour de ça. Ce qui fait qu'on a très rapidement mis en place un forum. Ça, c'est notre ami Nico de la série Pilote, que je vous invite à regarder aussi, qui parle de séries, et qui a mis en place donc tout le forum. Et maintenant, on a plein d'admins dessus, on a énormément de personnes qui viennent dessus. Et on a eu de plus en plus de personnes qui ont voulu nous rejoindre pour partager leur contenu, pour simplement qu'on puisse se regrouper autour d'une passion qui était le partage de la culture sur Internet. Et que dire d'autre? Parce que je saute dessous des étapes, je vais assez vite. J'ai pas envie de prendre. Non, mais tu résumes assez bien la situation. Je vous rassure, on va pas passer non plus une demi-heure sur la vidéothèque d'Alexandrie. On va assez rapidement arriver au débat. Ce qu'il faudrait évoquer, je pense, c'est l'actualité aussi de la vidéothèque d'Alexandrie. Voilà.
Maintenant que vous savez un petit peu tous ce que c'est, la vidéothèque d'Alexandrie, ça sera très bientôt, ça sera cette semaine, une association aussi, loi 1901, qui va être créée, voilà, donc cette semaine, une association qui aura plusieurs objectifs, qui aura pour objectif tout d'abord de nous offrir une structure vraiment légale pour héberger toute la communauté de la vidéothèque d'Alexandrie. Donc aussi bien les gens qui font partie de la vidéothèque, donc les alexandrins, les vidéastes qu'on recommande parce qu'on aime leur programme, mais aussi les personnes qu'on a envie d'aider, tout simplement, les vidéastes qu'on a envie d'aider. Justement, ces vidéastes qu'on a envie d'aider, ça va se manifester à travers un point qu'on a envie de mettre en avant. En ce moment, nous sommes en train de créer notre site internet, voilà, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on en avait vraiment besoin. Et sur ce site internet, on va mettre en place une rubrique l'école de la vidéothèque, qui aura pour objectif de recenser des contenus non pas culturels, mais des contenus à vocation éducative pour des vidéastes. Donc on essaiera de voir, soit d'en créer nous-mêmes, soit de recruter entre guillemets des gens qui font ça très bien pour apprendre les bases du montage, du cadrage, etc. Parce qu'on pense que il faut accompagner aussi, il faut vous accompagner dans cette aventure de YouTube et des vidéos culturelles, parce que on est conscient que un fond c'est très bien, mais si malheureusement la forme n'est pas là, souvent ça peut desservir le fond, ce qui est bien dommage. Donc voilà l'association qui va se lancer et qui aura pour but donc de promouvoir tous ces contenus culturels sur Internet, mais pas que, étant donné qu'on va quand même aussi représenter la vidéothèque en convention un petit peu partout dans la France. Vous pourrez venir nous faire des coucous, parler avec tout le monde. La prochaine, c'est la Japan Party. Est-ce qu'on peut me rappeler les dates? Moi, je suis mauvais. Avril à Nanterre. Voilà. Le 11 et 12 avril, et nous on y sera le 12. Ouais. Merci pour cette précision. Donc la Japan Party, donc ce week-end où il y aura la vidéothèque d'Alexandrie qui sera présente. Ensuite, on va avoir la Neocast. Il me semble, c'est le week-end du 17 mai, si je ne m'abuse. 16-17 mai à Strasbourg. 17 mai au Palais des Congrès de Strasbourg, tout à fait. Voilà, et enfin on aura les Geek Ferries qui sont au sud-ouest de Paris, dans la petite ville de c'était Celles-sur-Cher, c'est ça. Dans un cadre magnifique, soit dit en passant. Voilà. Et les dates 5, 6 et 7 juin. Eh ben c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà un petit peu pour résumer. Est-ce que, chers amis, vous aviez quelque chose à compléter sur cette vidéothèque avant qu'on passe au débat? Peut-être dire à l'heure actuelle quelques chiffres oui, c'est chiffres de l'entreprise, etc. Bien évidemment, la vidéothèque, là, ça fait maintenant à peu près 6 mois qu'on l'a lancée avec Raphaël. Ça fait, on a eu beaucoup de gens qui sont venus. On a eu très rapidement des centaines de membres d'inscrits sur notre forum. On a eu des gens qui sont venus aussi en masse sur le Mumble de la vidéothèque. On a mis à disposition du public pour qu'ils puissent venir discuter, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, hein. Les infos sont sur le forum. C'est aujourd'hui 13 ou 14 alexandrins, donc membres vraiment de cette communauté et représentants de cette communauté en tant que vidéastes culturels. Et c'est plus d'une vingtaine de vidéastes actuels qu'on recommande parce que leurs programmes nous paraissent tout à fait intéressants et de qualité. Très bien, je pense que... À moins qu'il y ait des questions qui nous reviennent du chat de la part des gens qui gèrent le chat, est-ce qu'on aurait des questions sur la vidéothèque en tant que telle, ou est-ce qu'on passe directement à l'étape d'après, ou Dave, si tu veux dire quelque chose? Ma foi, non, je pense que Raph et Ben ont déjà tout bien résumé. C'est qu'on est fort pour résumer les choses. Voilà, beaucoup de gens dans le chat parlent en effet de Neocast et non, allez-y, hein, il reste encore des places pour Neocast et on sera, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine de vidéastes, dont une quinzaine de la vidéothèque. Voilà.
Et alors, il faut quand même saluer l'exploit qu'on a réussi avec la vidéothèque, à savoir qu'à priori, donc non seulement on va truster un tiers des places disponibles en tant qu'exposant, mais en plus on a réussi à avoir un stand pour nous fédérer tous, et qui sera de 36 mètres carrés. 36 mètres carrés. C'est presque plus en grand plein que... milieu, C'est ça. en plein milieu de tous les gros vidéastes. Encore un chiffre Voilà. important. 36 mètres carrés. Donc ça va être chouette, on va en imposer. Voilà, puis il y aura tout plein de conférences, tout plein de choses comme ça. Donc oui, n'hésitez pas à aller réserver vos billets, parce que je pense qu'ils vont partir assez rapidement. Voilà. Ah ah. Ma foi. Ok. Rajoutez, les amis. Pardon? Non, désolé, Mandac, c'est coupé, vas-y. Non, mais je vais dire, voilà, si on a terminé pour cette partie, on va pouvoir aller vers la partie débat, et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, à savoir la vulgarisation sur Internet et sur YouTube en particulier, parce qu'à l'heure actuelle, on a une explosion, on l'a vu d'ailleurs dans l'historique qu'a fait Raph, une explosion des contenus sur YouTube, des contenus culturels divers et variés, et du coup ça a des conséquences en termes de visibilité, en termes d'accessibilité pour les gens de différents types de contenus, et on voudrait parler entre nous de ça, et aussi avec les gens du chat qui ont des questions, des remarques sur qu'est-ce qui se passe actuellement sur YouTube par rapport à ça. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, sur YouTube et même sur Internet en général. Oui, sur Internet en général. Enfin, oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est que depuis quelques mois, il y a une espèce de bulle de vidéos culturelles qui est en train d'exploser sur Internet. Et du coup, éventuellement, lancer le débat sur ça, voir comment vous, les amis, vous en êtes arrivés à faire des vidéos culturelles, et quel regard vous portez sur cette espèce de phénomène de mode, même si mode n'est pas un mot très joli. Ouais, mais c'est bien le cas. C'est vrai que c'est devenu ça, ouais. Excuse-moi. Non, mais C'est devenu un phénomène de mode, hein, c'est vrai, mais c'est ça. C'est le mot. Déjà, je pense qu'il faut effectivement définir ce qu'est la vulgarisation avant toute chose. Pour moi, c'est tout d'abord la vulgarisation au sens large, rendre accessible un discours qui peut paraître complexe au premier abord. Pour moi, c'est la définition première de la vulgarisation. Voilà, non, je suis d'accord. Je tenais effectivement à ce que ce soit rappelé, parce que certains ont d'autres définitions qui sont parfois un peu plus élitistes ou un peu moins flatteuses. Voilà. Oui, dans le milieu scientifique, en tout cas en France, il y a un désamour de la vulgarisation qui est assez important. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur YouTube, j'ai vu un article il y a quelques jours en préparant le débat, il y a justement, en termes de vidéos scientifiques, je ne parle pas de tout ce qui est sciences humaines ou culture au sens large, mais en termes de contenu scientifique, l'essentiel des contenus sont des contenus qui sont produits par les utilisateurs, et donc pas par des pros. C'est pas des laboratoires, c'est pas des chaînes, etc., qui font le gros du contenu. Et en termes de fidélisation du spectateur et de volume de vidéos regardées, c'est bien les amateurs, entre guillemets, qui sont ceux qui génèrent le plus de trafic sur YouTube. Je parle des vidéos scientifiques sur YouTube. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vrai qu'en France. Mais en France en particulier, la place de la vulgarisation est relativement inexistante dans le milieu académique. C'est dommage, d'ailleurs. Donc on répond vraiment, ici en tant que vidéaste de ça, on répond à un besoin, je pense. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi peut-être le fait que, en tant qu'amateur, on a peut-être moins de contraintes, même si c'est le cas pour certains d'entre nous ici présents, où on est lié peut-être par des contraintes financières parce qu'on veut en faire notre travail. Au niveau des instances académiques ou des structures officielles, il y a peut-être aussi un budget communication tout simplement qu'il faut allouer pour créer ces programmes qu'ils n'ont pas, et d'où l'essor des programmes amateurs entre guillemets. Oui, et puis c'est une compétence, la communication de ce type-là, c'est une compétence qui n'est pas du tout mise en valeur et qui n'est pas demandée aux gens qui font le travail de recherche en France. Moi, ça commence à venir, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Moi, je vais prendre un exemple dont j'ai parlé il y a pas longtemps justement avec Nils Sagnas. Donc Nils Sagnas qui est journaliste indépendant pour ceux qui ne le savent pas encore, mais dont on parle souvent au sein de la vidéothèque. Moi, j'avais déjà trouvé des vidéastes en fait, enfin pas des vidéastes, des chaînes qui proposaient à peu près le même contenu que je fais, donc c'est-à-dire de la vulgarisation linguistique. Et les deux personnes que j'ai trouvées sont des spécialistes de ce domaine. Donc l'un est linguiste professionnel, donc c'est un expert des langues, et l'autre est champion de France d'orthographe. Et les deux ont donc créé leurs chaînes qui sont plutôt bien faites, mais qui n'ont pas marché. Et simplement parce que ils n'étaient pas peut-être dans l'univers dans lequel se trouvent ces personnes qui sont en train de créer ces chaînes culturelles, c'est-à-dire l'univers un peu geek. Et comme ce que tu disais donc par rapport aux professionnels, etc., aux gens qui sont plus dans le milieu académique, peut-être qu'ils n'ont pas, comment dire, ils sont pas affiliés à cet univers-là, et c'est ce qui leur manquerait. Ils sont peut-être pas attachés à ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai créé cette chaîne, je voulais simplement partager une passion. J'ai pas du tout une expérience professionnelle en tant que linguiste, absolument pas. Mais j'avais une certaine proximité avec l'univers du web, l'univers geek, l'univers de YouTube. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui manque aux professionnels, et c'est dommage parce qu'il faudrait plus de personnes qui soient plus expérimentées là-dedans et qu'il y ait plus de collaboration, je pense. Le truc qu'on peut y voir, c'est que ces personnes-là ont voulu rendre accessible leur savoir, mais ils n'ont pas su se rendre eux-mêmes accessibles. Et c'est une chose que nous, peut-être, en tant qu'amateurs, en tant que, justement, comme tu disais, baignant dans cette culture, nous arrivons à nous rendre plus accessibles par rapport, justement, à une habitude de consommation, puisqu'on peut parler d'habitude de consommation sur les vidéos Internet maintenant. Comme nous avons été avant nous-mêmes des grands consommateurs de ce média, nous en connaissons un petit peu plus les codes, et c'est ce qui fait que on arrive peut-être à faire quelque chose dans ce sens, là où des spécialistes dans leur domaine n'ont pas su se rendre accessibles. Alors, on a justement dans le chat Boldery qui nous dit que c'est ce qui fait votre succès, je pense, que vous ne soyez pas sortis du moule universitaire, vous n'êtes pas des pros et vous apportez les connaissances comme vous les avez comprises et vous arrivez à les retranscrire en suscitant l'intérêt du plus grand nombre. Bien justement, c'est vrai et faux, parce qu'on a quand même certains d'entre nous qui sont de vrais spécialistes, et notamment sur les domaines de l'histoire. On a à peu près la moitié des youtubeurs histoire de la vidéothèque et qui sont de réels professeurs d'histoire. Donc ça dépend un petit peu des approches qu'on peut avoir. Encore une fois, elle voulait bien intervenir sur ce que vient de lire Anna. Oui. Oui, voilà, j'avais envie de revenir là-dessus. Le gros problème qu'il y a par rapport au fait d'être spécialiste dans un domaine, je récupère le micro. J'ai pas tellement envie qu'on tombe dans la diabolisation du système universitaire ou des spécialistes. Le gros problème, c'est que, comme ça a été mentionné un petit peu plus tôt, on n'a pas une grande culture de la vulgarisation en France. Et le problème, c'est qu'il y a plein de spécialistes qui sont pas formés à ça, et qui vont avoir tendance à, et ça c'est très très triste, oublier comment c'est de ne pas savoir. Et j'ai vraiment bon espoir qu'avec des initiatives comme celles qui fleurissent en ce moment sur YouTube, avec des chaînes culturelles justement, cette culture de la vulgarisation revienne, et qu'on ait des spécialistes qui recommencent à savoir un petit peu comment aborder un enseignement de cette manière-là, quoi. Justement, on a un commentaire qui... Alors, je vais pas lire vos pseudos en fait à chaque fois parce que malheureusement j'ai un petit peu du mal étant donné qu'ils sont de couleur et que j'ai une très très mauvaise vue ce soir. Je trouve ça super intéressant ces émissions de vulgarisation scientifique. Je suis enseignante de français et histoire et je remarque que ces vidéos touchent les ados et les rendent curieux. Ça leur ouvre une porte sur une matière car le langage et le format est adapté à leurs attentes. Qu'en pensez-vous ? Que pour le coup, c'est quelque chose qu'on a prévu de parler un petit peu plus tard aussi, qu'il y a forcément de fait une responsabilité aussi que nous devons avoir en tête vis-à-vis du fait que de nombreux adolescents vont justement écouter, être curieux de ce qu'on va pouvoir leur apporter. Moi, je le vois, je sais pas ce que vous en pensez les autres, plus comme une responsabilité vis-à-vis d'eux justement, d'être capable de dire des choses qui sont d'autant plus vraies et d'autant plus proche de la vérité.
malgré le fait qu'on cherche à faire du divertissement, dans mon cas personnel, c'est plus du divertissement qui se veut culturel. Je sais que pour les copains à côté, c'est plus dans l'autre sens. Il y a quand même cette volonté d'être sûr de ce qu'on apporte. Et c'est important vis-à-vis d'eux, mais c'est aussi important vis-à-vis de tout le monde, hein, que ce soit des adolescents ou autres. Je veux dire, forcément, ce qu'on va évoquer dans nos vidéos, on essaye d'encourager toujours un maximum les gens à vérifier les sources, à aller aussi consulter d'autres sources, même d'autres sources qui ne sont pas de la vidéo, pour vérifier aussi qu'on ne dit pas des âneries. Mais il est clair qu'on a une certaine responsabilité là-dessus, et c'est important que les gens fassent l'effort et que nous aussi on fasse l'effort de notre côté d'avoir une certaine éthique, une certaine d'être carré dans nos recherches et de tenter en tout cas de faire le moins d'erreurs possible quand on n'est pas spécialiste, parce qu'effectivement, pour en revenir aux spécialistes ou pas, il y avait des questions qui nous demandaient si on était des professionnels ou pas. Pour certains, et là je parle pour moi-même, je ne suis absolument pas un professionnel de l'histoire. Au contraire, moi je suis un professionnel de la vidéo, et en gros j'aborde tous les sujets chaque semaine avec un œil totalement neuf, parce que je n'y connais pas grand-chose en fait. Du coup, je reviens un petit peu au point qu'évoquait Vlet tout à l'heure, c'est que en se posant les questions de quelqu'un qui ne connaît absolument pas, peut-être que dans un certain sens, on peut être un peu plus à même de restituer une information ou de synthétiser une information. Mais c'est vrai. Justement, la question de la responsabilité, elle est centrale, puisqu'on a vu que les vidéos faites par les amateurs sont celles que les gens voient le plus. Et à l'heure actuelle, on est en train de vivre une mutation des médias où la jeune génération va plus sur Internet et plus sur YouTube qu'à la télévision. Et sur YouTube, on voit davantage les amateurs que les pros. Donc la question est de savoir si c'est une bonne chose, par rapport au débat, parce qu'on est là pour animer le débat, les questions que je vous pose, c'est est-ce que c'est une bonne chose que les gens qui cherchent à avoir de la culture ou de la science sur Internet aient d'abord sous les yeux des programmes qui sont faits par des non-professionnels. Il y a sûrement du pour et du contre. Mais alors, justement, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, il est évident que ça rentre aussi, comme le disait je ne sais plus qui tout à l'heure, peut-être V, que ça rentre aussi dans les habitudes de consommation. Faut pas se leurrer aussi. Notre public, il est assez jeune. En général, c'est du 12-35 ans pour la plupart d'entre nous, voire même du 12-25. Donc c'est dans les habitudes de consommation. Les gens qui nous regardent consomment de la vidéo, et c'est un média qui est en pleine explosion, mais partout et pour tout, pas que pour la vulgarisation. Du coup, c'est aussi un média sur lequel il faut que la culture soit présente. Et c'est parce qu'il y a une demande qu'on est là, enfin. Oui, il faut dire aussi que nos vidéos ne sont pas imposées, c'est-à-dire ce sont les personnes qui viennent les chercher sur Internet, qui nous invitent sur leur ordinateur, dans leur salon, etc. Et on perd un peu cette dimension du scolaire, et c'est peut-être ça qui est... C'est pas totalement vrai, parce qu'il y a quand même une prescription sociale, à savoir que quand une chaîne a beaucoup de succès et beaucoup d'abonnés, les jeunes à l'école en parlent, et celui qui l'a pas vu, c'est l'idiot qui est pas au courant de choses. Donc il y a la même pression à regarder le programme à la mode qu'on pouvait avoir il y a 10 ou 20 ans. Pour moi, c'est pas tellement différent. Mais justement, la question qu'on se pose, c'est plus par rapport à l'aspect de vulgarisation. Donc c'est pas tellement, je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais le but du débat, c'est pas tellement la culture au sens large, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il en faut un maximum, mais le côté de la vulgarisation, c'est de quand même bien dire qu'il y a des nuances un peu compliquées, un peu ardues, et que le rôle du vulgarisateur, c'est de rendre ça accessible. Or, le problème, c'est que, problème ou pas, hein, mais la question est de savoir, est-ce que les gens qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas, disons, les bagages, parce que les compétences, c'est différent, mais l'autorité, entre guillemets, académique, de par leur parcours, de par leur histoire à eux, est-ce qu'on peut faire confiance aux vulgarisateurs qui n'ont pas ces
Mais tout, derrière eux. Moi, je pense que c'est une question d'honnêteté et d'humilité, tout simplement. Il faut toujours être le plus clair possible. Je pense, en tout cas moi personnellement, que quand on est vidéaste, justement, comme tu disais, qui n'avons pas de diplôme ou qui n'avons pas de parcours académique là-dedans, d'être le plus clair possible, le plus transparent, en expliquant bien que nous ne faisons que de la vulgarisation. On est là pour intéresser les gens et qu'après nos vidéos, que derrière nos vidéos, il y a aussi un travail que les gens peuvent faire de recherche, aller voir plus loin, lire des livres, etc., s'intéresser et même suivre des cours de certains professeurs. Mais on remplacera jamais, moi je le dis toujours, mais on ne pourra jamais remplacer un véritable professeur qui a fait des années de recherche et d'études dans le domaine qu'on présente dans nos vidéos. Non mais c'est sûr, on survole. Moi, j'aurais même tendance à dire qu'il faut simplement recontextualiser un peu le rôle des vulgarisateurs sur Internet, parce qu'on est tous l'expert d'un autre, et qu'il faut simplement avoir, comme je crois que c'était toi, Mu, qui le disait, l'humilité de dire, bon, bah voilà, je vous retransmets ce que moi je sais, à vous d'aller chercher, si ça vous intéresse, à vous d'aller chercher un petit peu plus, quoi. Après, il y a la question d'éthique de notre côté, ça c'est clair. Et après, il y a la question que posait Mandax, à savoir de la confiance. Et ça, c'est comment les gens peuvent nous faire confiance. Parce que là, c'est une question plutôt, à travers vos interventions, d'éthique du vidéaste. Et je pense que la confiance, en fait, elle se fait assez naturellement. Parce que sur Internet, il y a souvent une régulation, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui racontent des cracks, tout simplement, ça va se savoir comment, ça va se savoir parce qu'il y aura un nombre de pouces rouges par exemple un peu anormalement élevé ou autre, qu'il va y avoir des commentaires en dessous qui vont indiquer bah tiens et pour ça c'est bizarre, moi j'ai entendu autre chose, et pour ça et pour ça et pour ça, et à partir du moment où il va y avoir une récurrence de commentaires qui remettent le contenu en doute aussi dans les commentaires, on pourra se poser la question, est-ce que cette personne est vraiment de confiance ou pas dans sa vulgarisation, tout simplement. Oui, vas-y. Ah oui, pardon, oui, le micro était ouvert, je suis désolé. Il y avait Mandax qui disait pas de name dropping. Non, mais évidemment, on peut pas donner mais je suis pas d'accord avec ça. Je suis malheureusement pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de régularisation pour le truc. Si justement il faut faire de la vulgarisation et enseigner des choses, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels justement les personnes qui viennent sont avides d'apprendre des choses. Et je veux dire, ils sont pléthores, les vidéastes que j'entends dire des conneries. Il y en a un immense paquet. Et dont des très connus qu'on ne citera pas. Dont des très connus qu'on ne citera pas, et qui me font dire que non, malheureusement, la régularisation, elle se fait pas. Et il faut les voir dans les commentaires. Mais même dans les commentaires. Même dans les commentaires, t'as les commentaires justement des gens qui vont être devenus fans de la personne et qui ne vont plus avoir justement cet esprit critique envers la personne. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est très compliqué justement d'avoir droit à la possibilité de juger de la véracité de ce que apporte un vidéaste qui aurait justement déjà cette base de communauté qui le suit et qui lui a fait confiance par le passé et qui continue à lui faire confiance à ce moment-là. Et c'est vrai que le risque, c'est que ces gens-là disent des choses qui sont fausses, souvent, malheureusement, en sachant que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas forcément exact. Donc là, on parlait tout à l'heure de la responsabilité, ils se déchargent de cette responsabilité. Après, la question qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce que ces personnes, on parlait tout à l'heure d'effet de mode, Dave, si tu pouvais reprendre le terme qu'avait sorti Cyrus aussi, je trouvais très bien par rapport à ça. Il y a actuellement sur YouTube ou sur Internet en général un phénomène de maturation de plateforme. Voilà, qui est quelque chose de normal. Il y a une maturation de la plateforme qui se fait. Les gens veulent autre chose que juste du fun et du drôle. Et il y a du coup ce phénomène quand même qui va pousser des vidéastes qui veulent juste faire des vues, qui ne veulent pas transmettre quelque chose, mais qui veulent eux récupérer des vues pour les raisons qui leur sont propres. Ça peut être, je vais pas m'étendre, c'est les raisons qui leur sont propres. Ces gens-là ne vont pas avoir l'honnêteté justement de se considérer comme responsables du discours qu'ils portent. Et c'est ça qui est dommage. Le problème qu'il y a, c'est que clairement, on ne peut pas. Les outils ne sont pas donnés aux spectateurs de savoir si la personne est là pour faire des vues ou pour transmettre quelque chose.
Et le risque, c'est, je l'avais vu passer tout à l'heure dans le chat, c'est que certaines personnes prennent comme pour argent comptant ce qui est dit sans le remettre en cause. Et c'est vrai qu'il n'y a pas actuellement les outils pour remettre en cause ce qui peut être vu et entendu. Pour autant, par rapport à ça, vous connaissez mon avis. C'est l'esprit critique que tout le monde ne doit pas avoir. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, ne me gêne pas, puisque, comme j'avais pu en discuter avec vous déjà, je vais l'exposer maintenant. Les gens qui sont avides de nouvelles choses, il faut aussi reconceptualiser soi-même, nous-mêmes, quand nous étions au tout début des consommateurs de des prémices de ce qu'on est en train de faire maintenant. Nous n'avions pas nous-mêmes cette même esprit critique, ça ne nous a pas empêché derrière de le développer ou de le débloquer à un moment donné. Pour moi, les spectateurs des programmes qu'on pourrait considérer comme programmes poubelles, certains n'auront pas de mal à l'appeler comme ça, pour moi ce sont juste des programmes divertissants qui se donnent la couleur de la culture et de la vulgarisation, qui ne le sont pas. Mais pour l'instant, à mon avis, les gens qui regardent ça, il y en aura qui resteront bloqués sur ça en se disant c'est fun, je l'ai cru, je l'ai pas cru, peu importe. Mais des gens vont par contre commencer à devenir curieux. Ils vont débloquer justement un esprit critique qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient restés dans leurs petites habitudes dans un coin. Pour moi, les gens qui font actuellement, parlons simplement de la merde de vulgarisation, ne sont pas pour autant des gens, à mon avis, dangereux. D'accord. Ouais, non, mais c'est un point de vue qui est intéressant, hein, mais c'est sûr que le point de vue de l'aide et le tien sont tout à fait justes là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il doit y avoir. Si on veut... pas la même chose en fait. L'aide il dit le contraire en fait. Je pense que c'est très très dangereux les mauvais vulgarisateurs. Ah non, mais pas sur la fin. Ça transmet l'inculture et la méconnaissance. Pour moi, c'est grave même. Qui de fait y est quand même de base et qui, malgré ça, en transmettant cette inculture et des informations fausses, je connais ton avis là-dessus, Vlad, et je suis malgré tout en nuance, assez d'accord avec ce que tu dis, mais pour moi, ce n'est pas perdu, et ça justement, en transmettant cette inculture, ça ouvre la possibilité à des personnes d'aller vers la culture qui n'y seraient pas allées. Donc, l'un dans l'autre, je pense que la balance se fait, et ça fait partie des dommages collatéraux, mais l'objectif global, si on raisonne de façon plus large, Anna, ça doit être quand même atteint. Juste, pour répondre sur ce que tu dis, on a quelqu'un dans les commentaires, c'est l'interne Cosmic, je crois, qui dit que par exemple, lui, les frères Bogdanov l'ont aidé à se poser beaucoup de questions. Sauf que les frères Bogdanov, c'est grave en même temps. Parce que les frères Bogdanov ont eu autrefois un programme de vulgarisation qui n'était pas trop mal, et depuis ils font des voilà, c'est du name dropping, mais c'est pas grave parce que c'est pas dans notre communauté, donc on peut le dire. Ils font des choses, mais c'est épouvantable. Ils donnent une image de la science qui est de l'escroquerie. Et à côté de ça, on a des vrais scientifiques, des gens comme Etienne Klein, etc., des vrais physiciens qui travaillent sur des vraies questions et qui n'ont pas accès aux médias. Et là, c'est pas tellement uniquement le problème des scientifiques qui ne sont pas assez tournés vers la vulgarisation, parce que j'ai dit ça c'est vrai, mais les médias eux-mêmes sont dans une torpeur totale, où ils avaient toujours les mêmes personnes. Alors nous, on a la chance d'être sur Internet où on offre de nouveaux canaux à de nouvelles personnes, c'est bien, mais si on retourne dans les mêmes travers, où on a les mêmes gens qui engrangent les vues et qui, d'une certaine manière, vont monopoliser l'intérêt des gens, parce qu'on va dire « Oh, mais ce qu'il fait c'est bien, même si c'est pas vrai, c'est intéressant quand même, parce que le but c'est d'être curieux, ok ?» Empêche que ces gens-là, en monopolisant l'intérêt général, empêchent ceux qui savent vraiment et ceux qui ont vraiment des choses à dire d'être entendus. Je pense que c'est là le problème. La seule différence, c'est que sur Internet, tu n'es pas... Alors, je te rejoins sur le fait qu'il va y avoir un phénomène de monopolisation de l'attention, mais il ne sera pas aussi unilatéral qu'aurait pu l'être, par exemple, le média télé. On va pas faire le procès des médias et du choix de ceux qu'ils diffusent. L'avantage d'Internet, quand même, c'est que supposons quelqu'un qui a 200 000 vues et qui fait un programme qui n'est pas de qualité vulgarisatrice mais qui est de qualité divertissante, c'est clair que s'ils viennent parler d'un sujet que moi je parle aussi, moi je fais que 2000 vues, ça va pas avoir le même impact. Je vais pas lui en vouloir il m'a pas piqué 200 000 vues, et j'ai pu moi faire 2000 vues. Donc clairement, et peut-être que dans les 200 000 qu'il a, il y en aurait la moitié qui aurait été intéressée par mon propre programme. Mais ils l'ont pas vu, tant pis. Et sur Internet, les gens ont la possibilité, donc nous avons la responsabilité, nous, individuellement, de faire attention à ce que nous disons, mais n'allons pas pour autant
reprocher aux autres qui font des choses de moins bonne qualité d'un point de vue vérité, n'allons pas leur reprocher de faire ce qu'ils font du divertissement. Ils se vendent comme étant des vulgarisateurs, tant mieux pour eux, ils réussissent, tant mieux pour eux. De préciser que je ne tiens pas à ce qu'on envoie à qui que ce soit. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne devraient pas faire des vidéos. Je m'interroge sur la viabilité du système et de l'économie de YouTube et des algorithmes qui font que les personnes engrangent des vues et créent une sorte, enfin, c'est un peu comme des trous noirs. Plus tu as de vues, plus tu es partagé par l'algorithme de YouTube. Et fatalement, les trous noirs, je reprends juste ton exemple. Ceux qui ont des choses intéressantes à dire. Après, je suis d'accord, mais l'existence des trous noirs n'empêche pas l'existence d'étoiles autour, plus loin. Allons faire notre étoile. Mais tu as compris quelle était ma remarque. J'ai compris ce que tu veux dire, oui, je suis d'accord par rapport à ça. Mais pour autant, j'ai envie de dire, ceux qui tombent dans le trou noir, tant pis. C'est dommage, mais tant pis. De toute façon, moi, on les aura pas eu. J'en avais très tranché, là. Alors, on va laisser parler Ben. On va laisser un avis très tranché. Ben, vas-y, tu disais, tu as un avis très tranché. Non, moi, je disais que j'en avais très tranché sur la question. C'est-à-dire que, en fait, moi, je me retrouve tout à fait dans les deux positions. C'est-à-dire qu'il y en a pas une qui me fait plus pencher que l'autre. Je pense qu'effectivement, les deux sont importantes. D'un côté, moi, ça me peine beaucoup de voir des contenus qui sont oui, bon, reprenons le terme, allons-y, merdique sur YouTube et qui font beaucoup de vues. D'un autre côté, effectivement, pourquoi pas, si ça peut drainer à un moment donné quelqu'un et puis les amener vers des programmes un peu plus sérieux, pourquoi pas. Maintenant, moi, c'est vrai que je suis plus je suis plus du côté des utilisateurs. C'est vrai que côté utilisateur, après, il y a aussi une conscience aussi à avoir de tout ça et un travail aussi de recherche à faire sur la vérité entre guillemets ou sur ce qui pourrait se rapprocher le plus de la vérité et du coup moment pub, tu vois, c'est pour ça que à un moment donné des initiatives comme la vidéothèque d'Alexandrie qu'on est en train de faire, ça a pour but de pousser sur le devant de la scène des gens qu'on estime entre guillemets fiables ou même si c'était pas à 100%, qui font de leur maximum pour vérifier leurs informations et pour faire partager des infos pertinentes. Mais je suis bien conscient que dans les usages entre guillemets, et on est tous des consommateurs, on a souvent envie de consommer tout et vite et pas forcément d'aller se prendre la tête pour aller chercher telle pertinence sur un tel ou un tel programme. C'est sûr qu'il faut prendre du recul et puis il y a de l'analyse aussi à faire. C'est peut-être un peu compliqué quand on a juste envie de se détendre et de consommer intelligent. Par rapport à ça, je vais juste répondre très rapidement, mais après je relaisse la parole, je voudrais pas monopoliser. Par rapport à ce que tu as dit justement, le fait que la vidéothèque s'est créée pour essayer de promouvoir justement des contenus de qualité, je voudrais juste dire cette phrase qui me semble du coup très bien illustrée. Il faut faire le deuil du fait que nous ne changerons pas le monde. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est changer notre monde. Et ce n'est pas en allant combattre quelque chose de plus gros qu'on arrive à le faire plier, mais plutôt en construisant, nous, de notre côté, notre petit château de sable qui deviendra petit à petit de plus en plus gros, en proposant quelque chose de différent. La vidéothèque, c'est ça. Nous ne cherchons pas à changer le monde, nous cherchons à modifier le nôtre. Et ceux qui auront envie qui partageront nos idées, ils viendront et faisons en sorte que ce monde soit aussi, malgré qu'il soit petit, soit le mieux possible en y mettant la déontologie et la responsabilité que nous considérons tous ici comme nécessaires et tant pis si à côté ça se casse la gueule. Je suis d'accord avec toi, moi, dans le sens où moi je pense que c'est plus large que ça, parce que ce dont on est en train de parler, c'est beaucoup plus large que ça, parce que pour moi, tous les problèmes les internautes s'intéressent plus à telle personne qui fait ce contenu plus merdique, etc. Ça se comprend du fait qu'il utilise un système, une méthodologie qui est destinée à intéresser le maximum de personnes et avoir un impact plus fort. Et ça se voit, mais depuis des millénaires. Ça a toujours été comme ça, du pain et des jeux, hein, c'est ça. On veut du divertissement. Et tu le vois bien sur Internet, au-delà des contenus de vulgarisation qu'on peut voir en vidéo. Moi, sur Facebook, je suis envahi par des trucs de démotivateurs. C'est que tout le temps du divertissement. On veut tout le temps créer un impact chez les gens.
gens pour qu'ils soient intéressés et on s'en fout finalement des sources. Même quand c'est des informations maintenant qui concernent des conflits, des guerres, etc., ou des catastrophes, les gens, avec l'arrivée d'Internet, les gens partagent des choses tellement rapidement sans vérifier les sources que c'est incontrôlable maintenant. C'est vraiment la loi de ce qui est le plus intéressant, de ce qui est le plus enfin pas le plus intéressant, mais ce qui est le plus impactant en termes de choc. Voilà, c'est vraiment ça, de choc, ce qui va être choquant, qui va intéresser, c'est ce qui prédominera tout le temps, à mon avis. Sauf si un jour on a un miracle et qui fait que voilà, les gens en prennent conscience que ce qui est le plus important, c'est de vérifier les sources, c'est de s'intéresser vraiment au fond du sujet, de faire de la recherche, etc. Mais ça, je crois pas que ça arrivera un jour. Dave, apparemment, on demande. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas justement le droit de faire quelque chose qui attire du monde avec, comme tu le disais, avec des articles un petit peu mince, je cherche mes mots, je suis désolée, très attirant en fait, mais de faire de la qualité derrière, les deux sont pas. Je pense que ça peut venir. L'objectif c'est les deux, quoi. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de tomber dans un travers que je trouve très très dommage, c'est d'opposer le divertissant au sérieux et à l'enrichissant. Voilà. Alors que le sérieux peut être très divertissant. Je pose pas du tout en fait. Je dis juste qu'il y a tout ce qui va être choquant, donc du domaine vraiment ce qui est choc, va toujours être un petit peu plus apprécié que ce qui est culturel. Mais par contre, on peut faire quelque chose de culturel, de la vulgarisation scientifique, de la vulgarisation culturelle, voilà. En mettant de l'humour, en mettant du divertissement, en intéressant les gens, etc. Ça, c'est tout à fait possible, puisque moi, c'est ce que je crois par rapport à ma chaîne et à mon contenu. Donc ça, j'ai jamais dit ça. Hein. Non, voilà, le souci, c'est... de toute façon, je vois bien que dans la vidéothèque, et même globalement sur Internet, y a pas grand monde qui fait vraiment cette distinction, mais j'ai l'impression qu'elle est dans l'esprit d'énormément de personnes. Et moi, je suis team Alexandre Astier totalement. Je pars du principe que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qui est drôle, qui est comique, qu'il faut le faire mal. Et j'estime même que l'humour est une chose suffisamment importante pour qu'on fasse ça bien. Elle est vecteur aussi, elle est source et vecteur de connaissances, hein, donc l'humour. Voilà, et puis je veux dire, il y a un moment où on voit bien qui sont les personnes qui transmettent le plus de choses, c'est ceux qui sont capables de divertir en même temps. Le truc, c'est qu'à partir du moment où on va sur YouTube et qu'on décide d'enfiler la casquette du vulgarisateur, de l'instructeur, du pédagogue, à partir de ce moment-là, j'estime qu'on a une immense responsabilité, parce que comme ça a été dit à plusieurs reprises, les gens ne vont pas vérifier leurs sources. Les sources, pour la plupart des personnes, justement, c'est le produit qu'ils vont voir en lui-même. Alors tu vois, j'ai quelqu'un dans le chat qui est totalement d'avis contraire au tien, qui dit qu'il ne faut pas déresponsabiliser le spectateur, parce qu'à un moment, s'il accepte de regarder des émissions de qualité moyenne avec des infos fausses, sans se poser de questions, c'est sa responsabilité, pas seulement celle du vidéaste. Et je trouvais ça important. Je suis pas complètement... Non, la responsabilité est partagée. Voilà. Et je vais répondre. Je pense que justement, le travail d'un bon vulgarisateur, c'est justement, ça a été dit avant, d'ouvrir à la curiosité. L'ouverture à la curiosité, c'est pas nécessairement pratiqué par tous les vidéastes que j'ai pu voir, qui assènent des informations sans jamais trop inviter à aller voir ce qui se passe derrière. Et malheureusement, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on décide de prendre la casquette du pédagogue, on a une responsabilité que celui qui se place comme spectateur n'a pas forcément envie de prendre. Donc si on décide de faire le travail du pédagogue, et je pars du principe qu'il faut le faire bien, parce qu'il n'y a pas que des spectateurs qui vont bien faire leur travail, qui vont bien aller voir derrière si tout est correct. Ah mais ça on est tous d'accord là-dessus. Malheureusement c'est comme dans tout, comme dans le commerce, comme dans il y a des gens qui sont responsables et d'autres non. Il y a des gens qui ont de l'éthique et d'autres non. C'est clair que dans un monde idéal et dans le monde bisounours dans lequel on aimerait tous vivre, ces gens-là, ces pédagogues comme tu le dis, on aurait tous cette responsabilité, cette éthique et cette vision des choses, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, quelqu'un dans le chat nous dit que le spectateur fait confiance, la notion de confiance dont on parlait tout à l'heure, à quelqu'un. Il n'a pas à s'en vouloir si on lui dit de la merde. Je reprends l'expression.
Je suis d'accord, mais le fait est qu'il n'y a pas une symétrie totale. On peut pas mettre de manière symétrique celui qui vient avec un programme qu'il est censé connaître, la personne curieuse qui va regarder. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des gens qui font du topito, qui donnent des faits bruts, sans donner aux gens la possibilité d'aller vérifier, de leur donner les sources pour pouvoir les regarder. Et les gens, on peut les comprendre, n'ont pas forcément envie de se taper un travail de bibliographe, etc. Et si le topito est marrant, ils vont le partager parce que c'est fun. Donc, et c'est pas un mal, c'est humain. On n'est pas là pour dire aux gens que c'est mal. On est là pour voir un peu ce qui se passe, pour faire un constat et voir si nous, au sein des bibliothèques, on a des propositions après pour faire mieux. Mais déjà, je pense qu'il faudrait qu'on soit d'accord sur le constat, à savoir que la vulgarisation à l'heure actuelle sur YouTube, elle n'est pas tellement à la hauteur. Et elle n'a jamais été tellement à la hauteur à la télé, on est d'accord, mais on pourrait faire mieux, quoi. De toute façon, ça va arriver. Quand on voit très bien qu'on a des années de retard sur ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des très bonnes chaînes maintenant qui sont sorties et qui ont vraiment beaucoup de monde en histoire. Il y a par exemple Crash Course qui fonctionne très bien, qui a 2 millions d'abonnés. Donc ça va arriver. Ça va arriver dans les années qui viennent. Et, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui feront du boulot de qualité et il y aura encore des gens qui fonctionneront et qui feront du boulot un peu bas de gamme entre guillemets, c'est sûr. Oui, voilà. En France, c'est un phénomène qui est tout nouveau. Faut que ça mature. Et puis, il y a aussi le fait que, faut pas oublier que YouTube, c'est Internet, c'est une toile. Donc, je pense pas que les gens regardent une chaîne d'histoire ou une chaîne sur la science. Tout le monde est un peu lié dans les recommandations. Et si tu regardes 2 vidéos, par exemple, qui parlent d'histoire, par exemple, Ben, si tu parles d'un sujet et que je parle du même, et qu'on a des infos qui se contredisent, les gens vont bien se dire qu'il y a un truc qui va pas. Il y a aussi ce genre de trucs qui peuvent arriver et qui peuvent aider aussi à démêler le vrai du faux, repérer un peu les chaînes qui disent plus ou moins n'importe quoi. Après, il y a aussi une certaine humilité à avoir en tant que vidéaste amateur. Oui, c'est-à-dire que moi, par exemple, comme je le répète, je suis amateur, donc j'essaye d'appréhender un sujet. Maintenant, je sors des vidéos toutes les semaines ou semaines et demie. Forcément, à un moment donné, il peut y avoir des coquilles qui passent. Et là, la responsabilité du vidéaste amateur, c'est aussi d'informer les gens sur les coquilles qu'il peut y avoir dans sa vidéo. Que ce soit effectivement par un gros commentaire en bas ou YouTube nous en laisse la possibilité par des annotations ou des choses comme ça. Ça, c'est aussi un côté à mettre vraiment en avant, parce qu'on n'a pas la science infuse, on a envie de partager, mais on n'est pas infaillible, et il faut aussi assumer ce côté éthique jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est exactement ce que je pensais en fait. Je repensais à ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais de l'humilité, parce que on a aussi cette responsabilité, comme tu disais. C'est vrai que quand on fait une erreur, d'accepter qu'on ne sait pas tout, d'accepter qu'on fait des erreurs et en tant que vulgarisateur de corriger nos erreurs. C'est vrai que moi je suis super content quand je vois des personnes justement qui sont des spécialistes de ce que j'enseigne entre guillemets, parce que finalement j'enseigne pas, j'informe plutôt, ou je transmets des informations, ou je vulgarise, voilà. Je suis super content quand j'ai des spécialistes qui viennent commenter mes vidéos et qui viennent me corriger sur des erreurs que j'ai faites. Et finalement je dis merci beaucoup, parce que je ne le savais pas, et je me sens aussi faire partie de la communauté des gens qui aiment regarder ce que je fais. Je suis comme eux et j'avais envie de vous poser la question à tous ici, enfin surtout ceux qui font des choses plus orientées vers les sciences en l'occurrence. Est-ce que vous avez en projet, ou est-ce que c'est déjà fait, parce que je suis pas au courant de tout, d'aller vers les pros du domaine, soit en amont pour leur soumettre entre guillemets ce que vous comptez dire et vérifier si ce que vous dites c'est bien correct, etc., ou éventuellement pour qu'ils viennent dans votre chaîne pour traiter d'un sujet dont ils seraient spécialistes, pour essayer de leur mettre à eux le pied à l'étrier de la vulgarisation à travers vos chaînes. Alors attention, quand tu définis la science, est-ce que tu exclus l'histoire ou pas? Parce que je vais me fâcher. Non, l'histoire est une science. Je mets un peu de côté tout ce qui est divertissement, encore que la littérature, il y a des pros dans tout ce qui est SF, etc. Végarou, je sais pas trop si c'est prête, mais la plupart de vous ici avez des sujets dont il existe des gens qui publient dans des revues scientifiques. Oui, mais donc, vous avez accès éventuellement à des gens pros. Est-ce que voilà. Il y a un autre problème qui rentre en jeu, c'est le problème de la crédibilité. Tout en fait sur Internet, et de notre crédibilité. C'est-à-dire que, pour ne rien cacher, par exemple,
j'avais été approché par des organismes de la télé, par une boîte de prod, qui à un moment donné m'avait dit bah tiens, peut-être qu'à un moment donné on pourrait proposer ta candidature sur un programme, mais honnêtement on n'est pas sûr que ça fonctionne parce qu'effectivement bah c'est plus jeune, c'est plus dynamique, c'est plus voilà, il y a un point de vue qui est neuf, mais le problème, c'est que tu n'as pas la crédibilité suffisante. Et ce problème-là, il est valable aussi quand on veut parfois contacter des pros. C'est-à-dire que quand on contacte parfois des pros, même en histoire, qu'on peut contacter des professeurs, il y en a qui sont tout à fait au fait de la vulgarisation sur Internet et qui en sont contents. Moi, il y en a quand même beaucoup qui pourraient dire ah mais attends, c'est un programme Internet, je réponds même pas, je sais pas ce qu'ils font ou pas. Et moi, j'ai déjà eu des remarques me disant mais de toute façon ça vient d'Internet, donc c'est pas fiable. J'ai déjà eu ça comme remarque. Pour le coup, j'ai eu ça aussi sur un autre sujet, mais pareil, j'avais cherché à rentrer en contact avec quelqu'un qui aurait pu m'apporter les vrais chiffres et les vraies infos, et je me suis fait jeter comme un malpropre. J'ai eu quelque chose d'assez similaire aussi. J'ai une de mes followers qui est dans un conservatoire et qui a fait tourner mes vidéos à ses profs. Prof au conservatoire et prof en musicologie, et justement elle s'est rendue compte que les réactions avaient été extrêmement différentes auprès d'eux. Il y en avait soit certains qui étaient très très contents de voir qu'il y avait des initiatives de vulgarisation d'analyse musicale, et il y en a d'autres qui, parce que c'est sur Internet, sont partis du principe que de toute façon c'est de la merde. Oui, mais c'est malheureusement, il y a aussi un souci de visibilité. Il y a aussi un souci par rapport à la visibilité et surtout par rapport à la manière dont Internet est vu par les gens. C'est clair. Perçu, c'est le mot que je cherchais. C'est clair, mais après il y a, ça veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de rentrer en contact avec des professionnels. Ça va se faire et c'est un travail aussi. Et je veux dire à partir du moment où ces gens-là, ces professionnels seront au fait, parce que forcément ça a vocation à s'étendre, en fait, c'est en pleine expansion. Donc à un moment donné, il y aura quand même une reconnaissance certaine, en tout cas du fait que ça existe. Alors, il y a dans le chat quelque chose. Certains pensent aussi qu'on leur vole leur travail et qu'on le diffuse gratuitement. Ça alors pour moi c'est une ânerie totale. Je crois que c'est Codemu. Ça n'a pas de sens et j'ai envie d'envoyer se faire foutre tous les profs qui ont des avis comme ça. Voilà, nous sommes tous d'accord, je pense là-dessus. Soyons vulgaires. Mais malheureusement, attention, la vulgarisation est vulgaire. J'ai déjà entendu certains professeurs se plaindre de ce genre de vidéos. Là, je parle pour moi, je parle pas pour le chat. Se plaindre de certaines vidéos par rapport à ça. Et c'est idiot. Moi, je reçois des messages effectivement de professeurs qui me disent bah, c'est cool, on a diffusé votre truc en cours, ça nous a permis de faire une petite synthèse de 10 minutes du sujet qu'on allait aborder pour essayer justement de stimuler un petit peu les élèves, voire en devoir à la maison qui disait bah tenez, vous allez voir la vidéo et comme ça vous permettra de mieux comprendre le cours de demain. Donc ça peut jouer carrément là-dessus et c'est complètement idiot. Et effectivement, là, j'étais en contact dernièrement parce que je vais faire une émission que j'ai annoncée et je pense que le premier épisode devra arriver d'ici un mois avec des questions d'enfants. Où je demandais à des enfants d'école primaire de me poser des questions auxquelles je pourrais répondre. Il s'est trouvé que j'avais plusieurs projets avec des professeurs de collaboration avec des professeurs et avec les élèves. J'en ai un qui a abouti, mais qui était un projet, on va dire, avec seulement des questions que les enfants me posaient, et ça s'arrêtait là. J'ai eu un autre projet avec lequel le prof était extrêmement motivé, où là il était question non seulement que les enfants me posent des questions, mais qui est aussi un vrai projet vidéo pédagogique mis en place avec ces enfants pour les faire interagir, pour les intéresser à l'histoire, à la vidéo, à tout ça. Et en fait, on s'est fait recaler au niveau de l'inspection académique. Effectivement, pour cet argument, ça vient d'Internet, ce n'est pas crédible, on ne sait pas qui est ce mec, ça ne passera pas. Et en fait, on s'est fait refouler comme ça, alors qu'on avait monté un dossier béton. Parce qu'il y a encore des gens qui sont bloqués dans un modèle où Internet, c'est pas fiable, Internet, c'est Wikipédia, on ne sait pas d'où ça vient. Mais il y a aussi le fait qu'on n'est pas là pour enseigner. Non, je substitue pas à l'enseignement, je pense qu'on est complémentaires. Bêtement. C'est ça, c'est pas en 10-20 minutes que tu vas couvrir un sujet qui prend des heures à un prof
à apprendre à ses élèves. On est au mieux une introduction. Si les gens aiment bien, ils vont retenir quelques infos. Mais le but, c'est éventuellement de les rendre curieux. Mais on n'est pas là pour leur apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet, encore moins en 10, 15, 20 minutes. C'est juste pas possible. On est des catalyseurs. de croire ça. Je vais me permettre, voilà, il y a un reporter du web qui a rebondi là-dessus. Ah oui, non, mais totalement. Wikipédia, ça fait un petit moment que Wikipédia c'est beaucoup plus stable, plus fiable que ce qu'il y avait avant, notamment sur les articles pointus. Je suis impressionné du niveau de certains articles sur la physique et sur la musique que j'ai pu lire, parce que justement le truc c'est comme c'est des sujets vraiment pointus, c'est qui écrivent ces articles-là. Ce sont des chercheurs, ce sont des spécialistes qui mettent en plus sur Wikipédia. Il faut mettre les sources, des citations et tout ça. Donc c'est vraiment super bien. Wikipédia, ça devient sérieux. Et il y a une phrase qui est sortie sur le chat et que je trouve avec laquelle je suis d'accord. Je crois que c'était la zone Diodore qui a dit ça, qui disait que qu'Internet pourrait devenir le relais entre les pros et le public. Et j'espère que ça va continuer dans cette direction-là parce que c'est fort possible que ce soit le cas. Ah, c'est clair. Et Wikipédia, en plus, Internet prend le rôle que la télé aurait dû avoir. Quand à un moment donné, Wikipédia, il y a des sujets qui sont polémiques ou des informations qui sont sujets à controverse ou etc., qui est une information qui est pas sûre, c'est indiqué. Il y a toujours un truc à côté avec marqué attention, ça nécessite des sources. En haut de l'article, il y a marqué ceci est un article recommandé par des scientifiques, par des machins, où il y a marqué attention, cet article contient des pavés qui sont pas recommandés ou pas vérifiés. On sait à quoi s'attendre et quand on arrive sur une page Wikipédia, en général, on a quand même des moyens de vérifier que ce qu'on lit est plus ou moins sûr. Après, on prend l'information si l'on veut ou pas, mais on le sait. Oui, on a d'ailleurs Pouillou qui nous dit dans le chat que Wikipédia est la seule, donc seule en majuscule, encyclopédie qui lit quand elle n'est pas sûre d'elle ou qu'elle est biaisée. Donc effectivement, on parlait d'humilité tout à l'heure quant à nos contenus sur Internet. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, voilà. Mais on peut faire le parallèle aussi justement avec Wikipédia et justement la vulgarisation en tant que telle sur le net à travers les vidéos. Wikipédia à ses débuts était de très bonne volonté mais n'était pas fiable parce que manquait de sérieux. Pour autant, et clairement c'est dans le passé, et cette image qu'elle se traîne de son départ justement où il y avait une très bonne volonté mais pas forcément la compétence d'être suffisamment sérieux. Elle est devenue sérieuse et maintenant elle est à mon sens tout à fait viable et fiable. On peut faire le parallèle, je pense aussi avec la vulgarisation sur Internet d'une manière générale. Actuellement, peut-être que certaines chaînes sont pas fiables, mais à terme, on arrivera sans doute à quelque chose qui prendra forme et qui deviendra justement le Wikipédia qu'il est maintenant, en gardant pendant très longtemps cette image du Wikipédia d'il y a quelques années. Si je peux revenir un peu sur l'idée du préjugé qu'on a envers Internet dans les milieux académiques, etc. C'est vrai que moi j'ai entendu mes profs dire Wikipédia c'est nul. Et ils continuent à le dire parce qu'ils ont ça à l'esprit. Parce que tout ce qui vient pas de chez eux, c'est nul. Mais ils colportent aussi une image qui est vieille. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de chercher à revoir à ce que c'est maintenant. Et puis il y a une forme d'élitisme chez certains scientifiques, etc. Bon, il y a ça. Mais il faut quand même admettre une chose, c'est que Internet, c'est le paradis des pseudosciences. C'est l'Éden absolu des sectes. Et on a des galaxies de sites dans tous les sens, sur les anti-vaccins, sur ceux qui nient la réalité du réchauffement climatique, et toutes les thèses les plus absurdes. Et il y a des plateformes avec une visibilité, et notamment lorsque vous tapez le nom d'une croyance débile, vous avez les 20 premiers résultats qui sont des sites qui ne sont pas critiques, qui sont des sites qui vous disent oui c'est vrai, et qui balancent plein d'infos. Mais là on n'est pas là pour faire le procès d'Internet, on est vraiment là pour parler de la vulgarisation. Mais on parle de la vulgarisation et le problème pourquoi est-ce que les professionnels de la science ont un avis négatif sur Internet, c'est pour ça. Donc il faut quand même en parler. C'est que sur Internet, comment on fait la différence entre une bonne information et une mauvaise information. Il faut que les gens s'éduquent eux-mêmes par rapport à ça. Je suis d'accord avec vous, sauf que c'est pas évident. Et que les algorithmes d'Internet, YouTube, etc. sont faits de telle sorte que c'est pas les sites critiques et les sites sceptiques qui sortent en premier dans la recherche lorsqu'on veut se renseigner sur ces phénomènes-là.
Et ça, c'est un problème. Voilà, c'était ce que j'avais dit. Mince, j'ai pété l'ambiance. Ah, mais c'est la spécialité. Mais voilà, juste, est-ce que vous, dans vos parcours ou dans vos sujets, est-ce que vous êtes confrontés à cette question-là de gens qui croient, entre guillemets, à des pseudosciences, à des choses totalement fausses? Alors, c'est sûrement vrai en histoire et c'est peut-être moins vrai pour ce qui est de la langue française, j'imagine, mais est-ce que vous avez ce problème-là dans votre histoire? Le problème auquel on est confronté avec Dave en histoire, et avec tous les autres youtubeurs histoire, c'est que dans tous les cas, de toute façon, l'histoire, c'est la science des vainqueurs, entre guillemets. À un moment donné, il y a eu une version qui a été écrite, qui a prédominé sur les autres, et cette version-là peut tout à fait être erronée, en fait. Donc, dans tous les cas, l'histoire, c'est beaucoup d'interprétations aussi. Il y a beaucoup de guillemets, entre guillemets, à mettre parfois dans nos interprétations. Des guillemets entre guillemets. C'est dire à quel point il faut des guillemets. Mais il y a aussi un autre danger, c'est-à-dire que à travers ces nombreuses interprétations, étant donné que l'histoire, il y a plusieurs versions, on peut avoir sur Internet des personnes peu scrupuleuses qui détournent un discours ou des faits historiques, ou alors qui occultent totalement un pan d'un événement historique pour exposer et mettre en avant leurs idées. Ça peut être le cas pour des idées politiques. Je l'ai déjà vu faire, notamment des politiques un peu extrêmes, où la personne en question, en l'occurrence ça c'était dans un livre, mais je l'ai aussi vu sur de la vidéo, donnait des faits qui étaient tout à fait exacts. On ne pouvait absolument pas lui reprocher de ne pas être exact sur ce qu'il disait, mais il occultait d'autres points, à un tel point justement que il orientait fortement son discours. C'était très dangereux, très dangereux, et ça on n'est pas à l'abri. Dans ces cas-là, il faut se poser la question de la mauvaise vulgarisation. Est-ce que c'est la vulgarisation qui retransmet des faussetés ou la vulgarisation qui biaise en occultant certains points? C'est deux choses différentes. Ah, mais c'est même pas une question de vulgarisation, je pense, parce qu'il y a aussi des pros, des experts reconnus dans leur milieu qui peuvent aussi biaiser les infos qu'ils ont juste pour faire passer une idée. Ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on peut penser. C'est pas seulement le propre de la vulgarisation, ça. Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. Moi, je pense, par exemple, tu disais tout à l'heure, Vlad, c'est Vlad ou Mandax qui parlait, je sais plus, en disant que dans la langue française, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué, mais il y a moins justement d'informations difficiles à savoir. Mais je vais te prendre l'exemple de mon deuxième épisode du cabinet de Professeur Mu où je parlais de l'écriture de Autant pour moi. Et ben là, le truc c'est que je me suis renseigné pas mal là-dessus et je me suis référé en premier à l'Académie française. L'Académie française, c'est une entité qui prend autorité avec des spécialistes pour dire ça, c'est comme ça qu'on écrit. On écrit Autant pour moi, AUTEMPS. Mais du coup, j'ai eu une levée de personnes qui m'ont dit mais non, mais moi je préfère l'écrire AUTANT oui, qui préfèrent et finalement AUTANT. AUDTANT, pour Autant pour moi, a été admis comme possible, voilà, mais non justifiable par l'Académie française. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui me disent mais pourquoi l'Académie française a-t-elle le droit de prendre l'autorité pour dire que tel ou tel mot est le vrai, alors qu'il y a d'autres origines, on peut étudier certaines choses, tu vois, c'est... Ah bah là, tu vas prendre les problèmes de l'origine. Vas-y, David. Ouais, non, et puis bon, là, par exemple, tu veux prendre l'exemple des gens qui posent des commentaires pour te contredire ou te demander des justifications. Alors en histoire, on a l'exemple parfait. Je pense, Ben, le jour où tu feras la Révolution française, tu verras le nombre de commentaires que tu te prends dans des délires de théorie du complot ou qui sont juste pas d'accord avec ta version de l'histoire. C'est dingue. C'est ça aussi le c'est problème. Dingue, c'est le mot. Ouais. C'est juste impressionnant. Mais je m'attaque pas à des trucs polémiques comme ça, moi je traite juste la peine de mort. Ah mais... Dit le jour où l'un de vous va s'attaquer à l'histoire de l'État d'Israël ou je sais pas, un truc assez chaud, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Ça va être... On me l'a demandé. Rien que le fait qu'on en ait parlé, on va avoir des problèmes. Voilà. Alors attention. On a atteint le point Godwin. Oui. Encore. Ben, tu voulais parler, je crois. Non, pas du tout. Je te remercie, c'est gentil. Et enfin, est-ce qu'il y a des remarques dans le chat est extrêmement actif, il se passe plein de choses, mais j'ai pas le temps de lire. Est-ce qu'on a des choses à faire remonter, Anna?
Pour le moment, je lis, non, il n'y a pas eu vraiment de commentaires sur lesquels... Je crois que ça parle de Raptor Jésus. C'est ça parle de Raptor Jésus, tout à fait. Ah, normal. Des complots américano-reptiliens, si vous voulez tout savoir. C'est normal. Parce que moi, j'avais éventuellement une question à apporter à la sagacité de nos invités, à savoir, est-ce que ce que vous pensez de ce qu'on appelle les sciences citoyennes? Alors, en deux mots, j'explique, c'est-à-dire, c'est en histoire ou dans n'importe quelle science, c'est faire intervenir des citoyens qui ne sont pas spécialistes d'un domaine, mais les intégrer dans les travaux des chercheurs, etc., ou bien des associations de gens non spécialistes qui font un travail dans la science. Et parce que moi j'aurais des choses à dire dessus, mais est-ce que vous, dans vos expériences ou dans ce que vous connaissez, vous avez croisé de telles initiatives, est-ce que vous en pensez? Bah, c'est formidable. De toute façon, tout ce qui est collaboration, pour moi, il faut que ça soit justement encouragé. Alors c'est ce rapport avec le plan Godwin, hein, que tu dis, hein, sur la collaboration. Oui, tout à fait. C'est pas parce que je fais de l'histoire, voyons. Non, mais c'est tout ce qui a trait à la collaboration avec d'autres citoyens, avec d'autres personnes. C'est formidable parce que c'est aussi par ce biais qu'on arrive à impliquer les gens. Et en fait, pour refaire ma petite pub, encore, j'ai dire autre chose. J'ai failli faire la pub. Attention. On l'a entendu. Non, vous l'avez pas entendu. Pour refaire ma petite pub, donc, à un moment donné, moi, le format que j'ai voulu mettre en place où les gens interviennent et posent les questions, pour moi, c'est un début de collaboration. C'est-à-dire que c'est pas la collaboration ultime que j'aimerais faire, parce que dans l'idéal, j'aimerais justement construire des programmes avec les gens, et c'est justement dans le projet pédagogique que j'évoquais tout à l'heure avec les classes de primaire, c'est ce que j'avais proposé de faire, hein, tout simplement de mettre en place des épisodes réalisés avec des écoliers de CM1 pour faire un programme avec eux à destination d'autres élèves de CM1. Et je trouve que c'est formidable parce que ça les implique eux, ça permet à d'autres élèves qui auraient le même âge de s'identifier aussi. Et voilà, je trouve que c'est le genre d'initiative qu'il faudrait qu'on pousse. Après, c'est du boulot aussi, et ça il faut pas le négliger. C'est énormément de travail, et pour la plupart, en tant que vidéaste, certains ont un boulot à côté et d'autres pas. Mais en fonction de nos cadences, on a déjà beaucoup de boulot. Est-ce que c'est possible à grosse échelle pour des vidéastes amateurs comme nous? Je ne sais pas, la question se pose. Non, par contre, c'est vrai qu'il y a une question de Pouillot que je trouve assez intéressante. Doit-on forcément être, en tant que vidéaste, doit-on forcément être légitime? Quid de la chronique et de l'interprétation personnelle assumée? Juste moi, je voulais d'abord rebondir sur ça, parce qu'en fait, il répond pas. Enfin, c'est pas ça que j'appelais la science citoyenne. À savoir que toi, tu parles de relation avec le corps enseignant, ce qui est bien. Enfin, non, mais là, je prenais un exemple d'un programme pédagogique. Voilà, du chercheur. Mais si ça peut être là pour les citoyens, tu parles des citoyens ordinaires, ou tu parles de. Oui, je parle des gens. Tu parlais d'associations aussi, non? Oui, voilà, des gens qui sont, des gens des citoyens lambda ou des gens dans des assos, mais qui ne sont pas spécialistes de domaine, qui ne sont pas physiciens, qui ne sont pas historiens, mais qui travaillent en collaboration avec des physiciens ou des historiens, par exemple. Justement, oui, c'est ça s'applique aussi, ce que je disais, ça s'applique aussi à ces personnes-là. Je prenais l'exemple des enfants de CM1 parce que c'est l'exemple que j'ai vécu, mais effectivement, on peut l'appliquer à tout le monde. Parce que donc, dans mon expérience à moi et par rapport aux thématiques de la chaîne, donc nous on est plus dans le scepticisme scientifique, les sciences citoyennes posent un gros problème. C'est qu'on a des gens qui se fédèrent en association pour nier ce que font les scientifiques. Notamment, on a des gens qui s'appellent les Robins des Toits, qui sont des gens qui affirment que les téléphones portables sont dangereux, que les radiations sont dangereuses, que ça cause des cancers, etc. Mais là tu m'entraînes sur un débat en fait, tu nous entraînes sur un débat en tout cas pour moi que je maîtrise pas forcément. Là je reparlais des collaborations avec les vidéastes après qui est forcément des entités à un moment donné qui se créent à côté pour énoncer des choses qui sont fausses ou aller contre la science. Il y en a eu depuis toujours, et de leur point de vue, c'est vrai, mais je peux dire qu'on est dans le domaine, on est entre deux eaux, on est entre la vulgarisation et la science. On a des gens qui veulent faire passer un message idéologique, on est d'accord, mais eux sont persuadés qu'ils ont raison, et
mais pour un œil non averti, ils ne sont pas distinguables d'une part des vulgarisateurs honnêtes et des scientifiques qui eux ont des recherches qui sont vérifiées par les pairs, tu vois. On est dans une zone un peu floue, un peu grise, qui a une place totale sur Internet. Alors après, de toute façon, se pose aussi la question de qui sont les scientifiques, parce qu'à un moment donné, si tu veux, dans des articles, moi je cite, je lis un article sur Internet, à un moment donné, il peut y avoir une citation avec marqué truc machin, professeur de physique de... Ok, d'accord. Moi je lis ça, je me dis tiens, c'est un professeur qui l'a dit. Qui me dit que cet homme est en effet un vrai spécialiste, un vrai scientifique? Il y a aussi toute cette démarche derrière aussi. On est sur Internet, on ne sait pas si on peut le vérifier ou pas. Oui, parce que les gens ne savent pas bien souvent comment fonctionne la science et qu'est-ce qu'une vérité scientifique et qu'est-ce qu'il n'en est pas. Parce qu'un prof de physique peut dire des âneries en histoire, c'est pas parce qu'il est prof en physique qu'il aura raison. Et il ne faut pas s'intéresser à ce qu'il dit lors d'un dîner, il faut voir ce qu'il a écrit dans un papier qui a été publié dans une vraie revue. Mais ça, c'est des choses que... comme les gens ne maîtrisent pas le process et le parcours d'une idée scientifique dans la communauté, du coup, et je pense que le rôle du vulgarisateur, ce serait ça aussi, ce serait d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que cette information-là, pourquoi on pense qu'elle est vraie. Et c'est une démarche qui n'est pas très très courante. Et ce que disait Mu sur Autant pour moi, c'est intéressant. Parce que les gens disent, moi, c'est pas comme ça que je veux l'utiliser, et j'ai décidé de croire qu'il fallait l'utiliser autrement. Mais ça, c'est courant dans tout le domaine. Par rapport à ça, j'aurais un avis à apporter aussi, autant par rapport à Autant pour moi que par rapport à l'initiative d'aller chercher justement des sciences citoyennes. Je vais commencer par le Autant pour moi. La différence que j'y vois aussi, c'est que pour le coup, il y a une vérité historique, une origine réelle à l'utilisation du ROTAM TEMP. Et le fait que certains préfèrent utiliser le ROTAM TANT, c'est en effet quelque chose qui est biaisé par rapport à une origine, mais on est dans le processus de la langue française et d'une langue en général qui est vivante et qui du coup va adapter sa norme sans forcément être négative à justement ce qu'attend la norme. Du coup, même si le TANT n'a pas d'origine autre que le j'ai décidé de le croire, ce n'est pas grave dans la mesure où c'est pas. Il est intéressant de le savoir, quelle est l'origine, quel est le truc qui a changé, mais c'est moins gênant dans la mesure où on est sur une langue vivante et qu'elle évolue aussi à sa façon, mais elle s'adapte. Elle a évolué depuis très longtemps sur plein de trucs. Donc ça, dans ce cas-là précis, ça ne me gêne pas. Là où ça serait dangereux, ça serait j'ai décidé de croire que le vaccin ça sert à rien. Là, on est sur autre chose. Mais il faut savoir aussi nuancer, ça va me faire rire certaines, par rapport à ce à quoi on vient appliquer la chose. Par rapport maintenant les universités citoyennes, la science citoyenne, c'est quelque chose qui, je pense, si c'est bien fait, est d'une très grande richesse. Puisque ça va apporter forcément une vision différente. Je vais prendre, alors pour le coup, j'ai jamais été confronté, c'est vraiment comme je me l'imagine. Une association de non-experts qui sont passionnés par ce qu'ils font, ce sont des amateurs dans le sens où ils aiment ce qu'ils font. Ils ne sont pas experts, mais ils vont avoir leur propre approche. Et de pouvoir participer avec d'autres experts, des experts académiques, ils vont pouvoir, eux, déjà s'enrichir de cette expérience de l'expert académique, mais vont aussi être capables d'apporter une vision différente que l'expert académique, parce qu'il est peut-être trop habitué à une certaine méthode, à une façon d'avoir le nez dans le guidon, qui ne va pas voir des choses. Donc je pense que quand c'est bien fait, et que c'est fait en collaboration intelligente, ça ne peut qu'enrichir les deux parties. Et ça peut être que bénéfique justement pour la recherche globale. Et dernièrement, d'un sujet en particulier. Dernièrement, par exemple, j'ai participé à une réunion d'une association qui travaille justement sur des textes vikings. Et en fait, la plupart, c'est que des amateurs en fait. Et dont certains ont même commencé à apprendre l'islandais pour traduire les poèmes, les sagas, etc. Et c'était rigolo parce que sur 2 ou 3 sagas, il y avait des débats justement autour des interprétations des mots, etc. Et c'était très 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 enrichissant pour tout le monde.
parce qu'il y avait justement ces nuances qui sont si chères à V, qui sont vraiment exprimées. Tout n'était pas blanc ou noir. Après, on est encore dans le domaine de la linguistique, donc c'est particulier. J'ai un petit exemple parce qu'on en discutait. Bon, Dave était présent hier. Enfin, cette nuit, devrais-je dire, d'un archéologue, tu vois où je veux en venir, je suppose, d'un archéologue qui nous expliquait que lors des fouilles, maintenant les fouilles sont ouvertes au public. Donc que tu sois enseignant, que tu sois ouvrier, que tu sois boucher, tu peux venir faire des fouilles et ça permet en fait, par exemple, lorsque tu vas retrouver, il nous a cité cet exemple-là, lorsque tu vas retrouver par exemple des os d'animaux, si le boucher va pouvoir te dire ah bah oui parce que le truc a été découpé comme ça avec telle machette, etc. Chose qu'un archéologue pur et dur n'aura pas été en mesure de te dire tout de suite. Et je pense qu'effectivement il y a cette le fait de travailler à plusieurs et d'avoir plusieurs domaines d'expertise et de compétences favorise l'enrichissement. L'enrichissement, voilà, tout bêtement. Et ça, purement l'archéologie aujourd'hui c'est de la science et c'est pas que de la linguistique, c'est pas comme la linguistique dont on parlait tout à l'heure. Je dis pas que la linguistique n'est pas une science, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est peut-être un petit peu plus avéré que pour la linguistique. Voilà. Il y a quelqu'un qui pose une question intéressante dans le chat. Concrètement, c'est quoi un expert? Tout bêtement dans son domaine. Ça c'est pour mon ex. Non mais oui, s'il te plaît. Je veux bien essayer. Alors, je n'ai pas parole d'évangile. Je vous invite à douter de tout ce que je dis et allez vérifier par vous-même. Sur Wikipédia. Par exemple, c'est une très bonne source. L'expert, normalement, c'est celui qui est reconnu par les autres experts. Ça nous avance bien. Mais en général, on est reconnu comme expert quelqu'un qui est capable de publier dans une revue spécialisée où ce qu'il va dire va être jugé pertinent par les autres experts autour de lui. Voilà, en gros. Un historien, un vrai historien, c'est quelqu'un qui a publié dans des revues d'histoire. Un physicien, c'est quelqu'un qui a publié dans des revues de physique. Voilà, expert au sens académique. Après, évidemment, on peut avoir des gens qui n'ont pas les diplômes, qui n'ont pas ce sésame-là, mais qui sont parfaitement savants dans tel ou tel domaine. Mais le problème, c'est que comment on fait la différence entre un farfelu totalement fou et un mec génial? Alors en général, c'est parce que le mec génial, il est passé par les systèmes académiques, parce que c'est comme ça qu'on fait la preuve de ce qu'on voit entre guillemets bled. Et par rapport au système académique justement, et pour pas retomber dans la diabolisation de l'université, le fait que tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire des études et tout, faut quand même se rappeler qu'il y a certaines personnes qui ont obtenu des doctorats honoris causa justement parce que sans être des experts qui ont suivi un cursus universitaire, ils avaient fait un travail qui était reconnu par les experts comme suffisamment bon pour mériter d'être de compter parmi eux, quoi. L'expert se reconnaît à sa méthode normalement. C'est-à-dire qu'il est capable de vous dire pourquoi il est arrivé à ses conclusions et de vous donner les sources. Quand quelqu'un vous balance des infos mais qu'il n'est pas capable de vous donner des sources qui elles-mêmes sont des sources fiables, c'est-à-dire des sources sérieuses, donc des sources qui sont des revues scientifiques, où vraiment on a des choses qui sont normalement avérées, même si tout est sujet à évoluer, au moins ces vérités-là, elles tiennent pour l'instant. S'il ne fait pas ça, il faut douter fortement de ce qu'il dit. Il y a quelqu'un qui demande comment devenir expert sans suivre un cursus universitaire. Certes, l'autodidacte pourrait bien avoir un sceau pour maître, mais des fois, on peut bien s'enseigner les choses, justement parce qu'il y a des publications intéressantes. Si on lit des bons bouquins, si on a une suffisamment bonne rigueur avec soi-même dans son travail, on est tout à fait capable de devenir très très savant dans un domaine sans être passé par un cursus universitaire. Et puis le seul avantage du cursus universitaire, c'est qu'on est face à une personne qui est elle-même un expert du domaine et que c'est un gros gain de temps parce que c'est vite de faire des conneries. La personne est capable de dire comment faire et comment ne pas faire. Ouais. C'est juste une sécurité, voilà, par rapport à ça, parce que bon, vas-y, Anna, je t'en prie. Non, c'est pas ça. Pouillou repose sa question sous une autre forme, et je trouve qu'il a parfaitement raison. La recherche de légitimité est-elle nécessaire? Quelle place pour la chronique et la vie personnelle assumée? Oui. Et comment régler le problème de l'autorité que donne la prise de parole en elle-même? Il a totalement raison là-dessus, parce que moi je pars du principe qu'un expert tel que vous l'entendez, effectivement, c'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs, certes. Mais c'est ce que je disais en tout début de live, je pense que on est tous l'expert de quelqu'un. Il faut recontextualiser, il faut se remettre, il faut simplement se... Je ne suis pas d'accord. Si, tu peux apporter... Il y a des gens qui sont experts en rien. Hein. Ça existe.
Et qui seront toujours plus experts de quelqu'un qui sera expert en moins que rien. Voilà. Bah, ça dépend. Dans ce cas-là, c'est pas expert, c'est plus savant. Si, il est expert en rien. Non, le mot donc expert. Donc il sait plus que celui qui a expert, c'est avoir une expertise. Tu peux être un peu plus savant, mais tu n'es pas expert. Il a une expertise en rien. Voilà. Et mais bon, là, on va tourner en rôle. Peu importe, toujours est-il que des personnes sur Internet, je vais prendre mon cas, je suis absolument pas experte en cinéma et on a tendance à me considérer comme telle. Comme j'ai toujours dit, je ne suis qu'une passionnée qui retransmet ma passion et le si peu de connaissances que j'ai. Donc il faut faire cette différence entre un expert qui est reconnu par ses pairs et quelqu'un qui est considéré comme un expert parce qu'on a l'impression qu'il a quand même plus de connaissances que nous. Tout bêtement. Après, le problème reste encore ces soucis d'éthique et de transparence. C'est-à-dire que quelqu'un comme toi ou comme moi qui l'affirme à chaque fois, je ne suis pas un historien, je suis un vidéaste. Je le dis, tu le dis, Mu le dit, mais quelqu'un il peut y avoir des gens qui ne le disent pas. Et dans ce cas-là, c'est vrai que comment le savoir? À part faire du boulot d'investigation sur la personne. Mais voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut. La notion d'expert dans les arts et les lettres existe. Je viens juste de voir le commentaire et je tiens à le dire. Voilà. Merci, bisous. Non, je sais. J'allais rebondir sur ce que tu disais, Ben. Du coup, j'ai été coupé, j'ai perdu le fil de ma pensée, donc il s'est évanoui. Mais. Tu parlais de la subjectivité. Et je te rejoins. Il y a des domaines. Notamment sur ce que tu fais, etc., plus de domaine littéraire, culturel, etc., mais évidemment, il y a une plus grande subjectivité. Et évidemment, l'expertise dans ces cas-là, elle sera plus sur des notions techniques. Et donc, si on aborde des questions techniques, on attend que la personne sache ce dont elle parle. Mais si c'est une approche plus esthétique ou plus artistique, évidemment, c'est moins évident même s'il y a des experts. Voilà. Et la place de la subjectivité, je crois qu'elle est beaucoup plus assumée et elle est plus souhaitable. Il n'est pas souhaitable qu'un physicien vienne nous parler de ses états d'âme sur l'univers. Ça, c'est clair. Donc, tu soulèves un point. Donc, les Bogdanov sont pas pertinents. Mais si on veut donner un avis sur un bouquin de science-fiction et donner un avis esthétique sur l'univers, là, oui. Et là, la subjectivité, elle est bienvenue. Et parce que la culture, c'est ça aussi. Voilà, je te laisse dire que je suis d'accord avec toi. C'est assez intéressant ce que tu dis et tout, parce que ça soulève aussi un autre point, c'est-à-dire que moi je faisais aussi la distinction entre tout ce qui était art ou sciences humaines et sciences purement techniques, genre maths, physique, etc. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, quand je me suis lancé sur YouTube, je m'étais dit tiens, j'ai quand même une appétence pour l'histoire, je vais aller vers l'histoire, même si j'ai qu'une formation très très faible, parce que je sais que par un travail d'investigation ou de recherche, en lisant des choses comme ça, je vais pouvoir quand même synthétiser un discours. Par contre, j'aurais été bien incapable de faire une émission sur de la physique ou des maths ou des choses comme ça, parce qu'il y avait des bases très dures à avoir et à maîtriser justement pour pouvoir développer mon discours. Je sais pas si c'est votre cas aussi. Moi, en tout cas, c'était mon ressenti personnel là-dessus, et je me suis dit, est-ce que quelqu'un qui n'a pas un minimum de bonnes bases là-dessus, enfin sur des sujets maths, physique, etc., peut vulgariser des maths ou de la physique? Alors, moi, personnellement, c'est ce que disait Syllabus dans le chat. Il pensait explique mieux que la physique, que plusieurs physiciens. Est-il expert? Personnellement, je pense que tu peux faire des recherches, et il faut les bases, c'est clair et net, mais tu peux faire des recherches et expliquer, et vulgariser un sujet sans forcément pouvoir en faire tous les calculs et toutes les démonstrations possibles et inimaginables de physique quantique ou que sais-je. Et pourtant, il explique très bien la relativité générale. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Alors que pourtant... par rapport à ça, je veux dire expert en vulgarisation, en vulgarisation scientifique, mais sans être expert en physique, expert en biologie ou quoi que ce soit. Voilà. Le fait est que ce qui compte vraiment, c'est la méthode, la manière dont on travaille et la manière dont on fait ses recherches. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça. Personnellement, par rapport à ça, j'ai par rapport à la question de Ben, moi personnellement, je me sens à l'aise avec n'importe quel sujet, même ceux pour lesquels je n'ai pas encore les bases. Parce que justement, comme tu dis, Vled, et là, il y a une question de méthode. Il se trouve que de par mon cursus, j'ai une méthode de travail, une méthode scientifique pour apprendre les choses et aller les décortiquer. Je ne l'ai pas porté très loin au niveau académique, on va dire,
Mais j'ai quand même cette capacité que je pense que Bruce Dipensé va avoir eu aussi, à aller justement faire ses propres recherches dans son coin, mais avec une certaine méthode. Cette méthode qui lui a été apprise, mais qui peut aussi être une méthode qu'on découvre en autodidacte. La nuance va être que... Pardon. Du coup, j'ai toussé, j'ai perdu ce que je voulais dire. Par rapport à l'expertise, devenir expert. Je rebondis aussi sur je viens apporter ce que disait Pouillou aussi, le fait de chercher une légitimité par rapport au fait qu'on se considère comme une sous-culture par rapport à ça. On est à l'aise avec ça, on se cherche une légitimité, mais justement, il faut peut-être pas chercher une légitimité. On a la légitimité que nous avons nous-mêmes, à savoir, à travers l'humilité, de se dire. J'y reviens après. À travers le fait de dire que... zut, je me suis perdu. Je vous redonne la parole, je vais essayer de retrouver mon fil. C'est brillant, c'est brillant. Non. Il y a le professeur Steve qui nous fait une très bonne remarque, qui nous dit l'expertise n'est pas indispensable. Enfin, très bonne remarque selon moi. L'expertise n'est pas indispensable, ça aide pour avoir la méthode dans le sujet donné, mais la vulgarisation est une démarche à part entière, expert ou non. Voilà. Le problème, c'est que pour vulgariser correctement quelque chose, pour être capable de tirer l'essentiel d'un domaine, il faut connaître le plus possible de ce domaine. Sinon, comment déterminer ce qui est essentiel et ce qui doit vraiment être donné en premier ? Avec le risque justement de se perdre dans ce domaine et de devenir trop savant dans ce domaine et d'oublier par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait justement de se souvenir que quand on apprend à quelqu'un, on lui transmet, il faut se souvenir que des fois ça passe pas le savoir. Bien sûr, mais... Et c'est justement là le problème, c'est que plus tu deviens savant dans un domaine, plus justement tu as des bases qui te semblent être naturelles et aller de soi, mais qui justement pour le grand public, quand tu chercheras à te retourner pour leur tendre la main, ils seront trop loin parce que justement tu seras allé trop loin dans le domaine. Ouais, mais là, il faut pas confondre les choses. Ce n'est pas forcément, effectivement, on peut être sujet à ce qu'on appelle la malédiction du savoir, mais ce n'est pas parce qu'on connaît énormément de choses qu'on oublie obligatoirement comment c'est. Les meilleurs enseignants que j'ai connus, les meilleurs pédagogues, les meilleurs professeurs, c'était ceux qui justement étaient capables de se rappeler des difficultés qu'ils avaient eu à apprendre. Et ça, c'est un truc que j'essaye de faire, mais depuis que je me suis rendu compte de ça, j'essaye à chaque fois que je comprends un nouveau truc de me rappeler comment c'était de ne pas le comprendre. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être un expert ou pas. Enfin, il y a corrélation, mais pas causalité obligatoire. J'aimerais juste vous expliquer ce que c'est que la malédiction du savoir. La malédiction du savoir, c'est quand quelqu'un est tellement savant dans un domaine, c'est ce dont parle Fekero, qu'il oublie ce que c'est que de ne pas savoir et que du coup il n'est pas capable de trouver les bonnes entrées, les bons concepts simples à faire comprendre en premier. Mais on a aussi une malédiction de l'ignorance. À savoir que l'ignorant, d'une part il est ignorant, mais en plus il est trop ignorant pour savoir qu'il est ignorant. C'est-à-dire qu'il lui manque justement, précisément, les connaissances pour savoir qu'il est ignorant. Il y a une très très bonne vidéo de John Cleese. Voilà, John Cleese, je vous conseille parce que c'est magnifique. Et précisément, on a peut-être des gens qui ne sont pas experts, et en soi c'est pas un problème, mais du coup peut-être qu'il leur manque ce qu'il leur faudrait savoir pour savoir qu'ils ne sont pas experts. Et du coup qui se lancent dans de la vulgarisation de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je n'ai pas de nom à citer, j'ai pas d'exemple. Juste, théoriquement c'est très possible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas traiter par-dessus la jambe un peu comme un peu trop légèrement les experts, parce que quand on est expert, on sait ce qu'on sait pas. Et c'est ça qui est important. Voilà. Justement, il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait qu'est-ce que c'était d'avoir de la méthode. Parce qu'on parle de méthode depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on l'a pas défini. Qu'est-ce que c'est avoir une bonne méthode ? L'un des trucs essentiels, c'est d'essayer de vérifier pas ce qu'on sait, mais vérifier qu'on ne se trompe pas. Chercher d'abord si ce qu'on pense pourrait être fou. Voilà. C'est la base de la méthode scientifique. Là, on dévie du thème, là, mais bon. Non, pas du tout. Non. Parce que voilà, comment on disait qu'un expert, c'est pas forcément un universitaire, mais quelqu'un qui avait de la méthode, donc il faut bien définir la méthode. Voilà. Je sais pas si on est clair dans ce qu'on raconte, hein, mais... Tout à fait. Si, c'est très clair. Voilà. Mais à côté de ça, et bien sûr, il y a des gens qui, en découvrant un domaine, auront un regard frais et neuf et qui sont peut-être plus à même d'inciter les gens à être curieux. Et ça, il y a deux choses différentes. Il y a les gens qui vulgarisent, et je pense qu'il y a des gens dans le chat qui en parlaient, et il y a donner le goût
de la curiosité. C'est Et je ça. pense que ces deux tâches différentes, elles sont pas exclusives. Il faut faire les deux en même temps, je pense. Et il faut pas négliger le côté mettre le pied à l'étrier, dire ça c'est chouette, allez vous renseigner, etc. Et donc c'est pour ça il y a pas besoin d'être un expert. Là je suis d'accord avec vous. Il y a Dirty Biology justement qui dit il y a deux formes de vulgarisation, celle qui est de passer les infos et une vulgarisation qui est, à son avis, encore plus intéressante, la vulgarisation qui offre des perspectives. Et effectivement, pour faire la deuxième, pour reprendre son expression, il faut gérer la fougère dans son domaine, parce qu'il faut avoir de la bouteille et une vue générale du domaine, il faut de l'expérience. Bah, je suis d'accord à 100%. Bah, carrément, pareil. Moi aussi, je suis d'accord. Plutôt d'accord aussi, oui. Il y a Pouillou qui repose sa question. Ah, merci, il a clos le débat, c'est génial. Ouais, j'aurais bien quelques nuances à y apporter, mais je suis quand même relativement d'accord. D'accord. Mais ta nuance a été apportée professeur- avec le relativement, c'est bon. Professeur Mu, tu voulais dire quelque chose? Oui, je dis juste que Pouillou repose sa question. On en revient au pourquoi de ce besoin de légitimité. Ne peut-on pas être rigoureux ou rigoureuse dans sa méthode sans forcément chercher à légitimer une autorité? Mais juste pour tenter de répondre, c'est pas qu'on veut être légitime, c'est que on doit être légitime, mais par rapport à nous. Je veux dire, il faut qu'on ait une méthode et être rigoureux par rapport à ce qu'on fait. Un minimum, je veux dire, on n'est pas là pour remplacer les profs de fac, mais on doit avoir une exigence par rapport à ce qu'on fait. Et de là découle une légitimité pour ceux qui sont capables de la reconnaître. Oui. Mais évidemment, comment est-ce qu'on force les gens à reconnaître la légitimité? Ben, on peut pas. Non, mais Le fait est qu'il faut pas propager l'inculture, comme on disait tout à l'heure, quoi. Je pense que on a une responsabilité. Je pense qu'il voulait dire par cela que, par exemple, dans ses émissions, parce que pour être adepte de ses émissions, il donne son point de vue. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne se revendique pas comme expert, mais il donne son point de vue. Dis-moi Oui, mais dans ça, le chat si je me trompe ou pas. Et Bien sûr. effectivement, Alors après, mais c'est assumé. Donc à partir du moment où c'est assumé que C'est ça, nous voilà. ne sommes pas Il le des dit, voilà, c'est experts net. et que l'on donne simplement un point de vue, moi je vois aucun souci à pouvoir vulgariser certains sujets. Ouais. Et même parfois d'amener un débat pour pouvoir discuter avec des personnes avec lesquelles on n'aurait jamais discuté de tel ou tel sujet. Oui, tout Ah, mais dépend alors, du justement, sujet. Ça va dépendre du sujet dépend. aussi. Je veux dire, une personne qui me dit je vais vous donner mon avis sur la physique, non pas sur la loi de la gravité, je vais lui dire va te faire foutre, t'as pas à donner ton avis. Il n'y a pas d'avis à avoir. Quelle violence. Mais après, c'est pareil, quand on veut susciter un débat, c'est extrêmement intéressant. Et c'est autre chose. C'est-à-dire qu'amener les gens à se poser des questions sur un sujet. Et là, on n'a pas besoin d'être un expert, mais en absence d'expertise, un minimum, en tout cas de connaissances sur le truc, comment est-ce qu'on peut gérer le débat? C'est un problème qu'ont les journalistes. Quand vous avez sur un plateau de télé des gens qui veulent aborder la question du climat, et qui invitent sur leur plateau, à gauche, un scientifique qui, entre guillemets, croit dans le réchauffement, et à droite, il y a quelqu'un qui le nie. Le problème, c'est que le journaliste, il n'a pas de compétences dans le domaine, et donc il invite les deux parties. Sauf qu'il y a un des deux partis qui clairement a raison et l'autre qui a tort. Parce que d'un côté, on a 97% des scientifiques qui disent une chose, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui dit l'inverse. Alors, peut-être qu'il a raison. On peut pas être sûr de manière absolue. Mais n'empêche que dans l'état actuel des connaissances, il y a un côté qui a raison. Et alors, comment est-ce qu'on peut susciter un débat sur des questions de ce type-là? Bon, c'est pas. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas de cet ordre-là, mais. Il faut simplement réunir il faut simplement réunir le plus d'informations possible. Je pense que c'est notre travail, réunir le plus d'informations possible pour pouvoir argumenter et pouvoir justifier de ce qu'on dit, tout simplement. Voilà, et tout en disant que ça reste un avis qu'on donne, mais qui est le plus probable. Qui est le plus probable, tout simplement. Voilà. Et je pense que c'est toujours une question d'honnêteté et d'humilité, mais tout en ayant cet esprit d'expertise, cet esprit de recherche et d'argumentation, en étant discipliné, avoir une bonne méthodologie. Enfin, on reprend un petit peu tous les mots qu'on a dit pendant tout ce live, mais je pense que tout tourne autour de ça. Non, et je pense que le plus important, par rapport à ce que disait Pouillou,
Ophaniel le dit dans le chat, le plus important, enfin le but de la vulgarisation, c'est surtout de susciter l'intérêt, la curiosité et pourquoi pas la passion ou le questionnement chez quelqu'un qui après va avoir d'autant plus envie de son propre chef d'aller chercher les infos. C'est pour moi c'est vraiment le but numéro 1 aussi de la vulgarisation. Je suis assez d'accord avec. Oui, mais il y a des gens qui se contentent. Par exemple, vous avez une chaîne comme Discovery ou History, etc., qui diffusent des émissions comme Alien Theory. Voilà. Qui se présentent comme de la vulgarisation scientifique, avec des thèses un petit peu un peu étranges, voire carrément fausses, voire carrément scandaleuses. Mais comment les gens font la différence? Parce que je connais des gens qui regardent ça en disant, mais un, c'est drôle, ou deux, on apprend quand même des choses, mais comment on fait la distinction entre ce qui est vrai dedans et ce qui est de l'ordre du délire? Comment on fait pour la personne qui n'a pas envie d'être dans une démarche académique? On peut les comprendre parce que c'est pas marrant. Mais ça c'est une autre question. Là, moi, le point que je soulevais, c'était le fait que c'était important de susciter une curiosité dans tous les cas. Oui, je suis d'accord. Oui, non, mais bien sûr, mais le problème c'est que du coup tu te demandes aux gens qui t'écoutent un peu plus d'efforts. Et c'est très louable, tu as raison de le faire. Sauf qu'on sait très bien que une grosse proportion de gens ne feront pas cet effort. Et du coup, ça rajoute de la responsabilité à la personne qui vulgarise et qui doit pas se tromper, quoi. Et ça rajoute de la responsabilité aux gens qui donnent la parole à des vulgarisateurs qui font parfois des choses pas très correctes. Enfin, je sais pas trop où on va dans le débat, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut pas tout reporter sur les épaules des spectateurs. Même si je suis d'accord avec vous qu'ils devraient développer leur esprit critique. Dans notre programme à nous, c'est notre fond de commerce. Je veux dire, on est là, on n'a pas de leur dire qu'il faut qu'ils le fassent. Mais on sait que c'est dur. On sait que si on n'est pas entraîné de manière assez importante à le faire, on n'y pense pas en fait. Et les gens sont un peu trop passifs par rapport aux infos qu'ils reçoivent. Et le bon vulgarisateur, c'est celui qui va, comme tu dis, qui va susciter chez eux l'envie d'aller en savoir plus. Mais c'est pas suffisant. Il faut déjà qu'il apporte des vraies infos. Or, comment est-ce que... nous, on a la vidéothèque, on a la chance d'avoir un collectif, parce que je pense que la suite du débat, ça va être ça. Comment est-ce qu'on répond à ces problèmes qu'on a exposés? Oui, un collectif et une communauté autour. C'est-à-dire qu'on est capable, on devrait être capable, à terme, je pense, d'avoir une certaine ligne éditoriale, de manière à, pas censurer, mais à mettre en avant les gens qui ont une méthode de travail dans le domaine du varié, mais les gens qui ont une vraie méthode de travail, qui ont de la rigueur et qui disent des choses juste, correctes ou en tout cas argumentées par rapport aux autres. Mais en dehors de ça et de cet effort que nous on fait pour les gens eux-mêmes sont un peu désarmés parce que eux ne peuvent pas discriminer quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui décraque parce qu'ils n'ont pas le temps de tout vérifier. Et ça, c'est ce que disait le sociologue Gérard Bronner, qui dit que actuellement on a la somme des connaissances humaines est tellement importante que la proportion que chacun d'entre nous, même expert, peut posséder, elle diminue. Et donc, on doit déléguer la connaissance aux autres. On est obligé. Et donc, on doit avoir confiance dans les autres. Et s'il n'y a pas cette confiance, on a les catastrophes qu'on a actuellement, de gens qui ne vont plus se vacciner, de gens qui nient qui nient ce que la science dit, qui nient l'évolution. C'est des choses complètement étonnantes. Et il faut retisser, je pense, et pour vous demander la parole là-dessus, je pense que le rôle de la VUTech, pour moi, et j'aimerais avoir votre avis, c'est justement de retisser cette confiance, de dire aux gens, voilà, on a cette parole, on a cette méthode, et grâce à cette méthode, vous pouvez avoir confiance dans ce qu'on dit. Mais bien évidemment que c'est aussi le rôle de la vidéothèque d'essayer de sélectionner entre guillemets. Tout à l'heure, il y avait une question presque au tout début du débat qui disait mais en fait, est-ce que vous examinez les uns les autres? Et c'était une bonne question parce que oui, en fait, c'est le cas et on se fait des retours sur nos motivations, sur nos méthodes et aussi sur nos contenus parce que c'est important d'avoir ces retours-là et d'être honnête les uns vis-à-vis des autres pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut dans cette vulgarisation et dans cette éthique de la vulgarisation. Oui, le mot éthique est important, tu as raison. Moi, je voudrais l'avis de Dave là-dessus. Dave, il s'est cassé en ninja, je crois. Qui visiblement ne veut pas donner son avis.
très éloquent comme silence d'ailleurs. Évidemment, c'est un débat qui est déjà très passionné, du coup c'est assez dur de se caler. Mais non, sur ce sujet-là, en tout cas, j'ai pas grand-chose à dire. Hein, c'est pour ça que je ne dis rien d'ailleurs. Hein. Mais merci V pour la perche. Par rapport aux questions, enfin la quatrième question que j'avais notée moi dans le conducteur pour l'émission, et Ben l'a un peu évoqué, c'est que voilà, on est dans un média où on a une libre expression plus ou moins totale, et donc on a une responsabilité par rapport à ce qu'on dit, et justement, il y a aussi le rôle de la critique. La critique des gens qui nous regardent, mais également la critique des autres youtubeurs qui ont une communauté autour d'eux, des gens qui leur font confiance pour le coup, et que peut-être, alors c'est une question que je pose, est-ce que le rôle des youtubeurs dans tel et tel domaine, que ce soit histoire, science, littérature, etc., est-ce que le rôle est aussi, pas de créer des conflits, mais d'aller apporter la contradiction et l'esprit critique vers les programmes des copains ou des collègues ou des ennemis entre guillemets. Alors vous pensez que non, voilà. Tu peux tomber dans les mêmes travers, c'est-à-dire que tout à l'heure je te signalais par exemple le fait que sur certaines émissions d'histoire existantes sur internet, il y a des gens qui peuvent occulter des pans de l'histoire pour orienter très fortement politiquement leurs idées. Il se trouve que moi j'ai des gens comme ça des fois qui m'ont pondu des commentaires en me disant "Hey Coco, ce que tu dis c'est faux parce que ça." Et effectivement, quand tu voyais leur raisonnement, c'était très 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 orienté. Donc à un moment donné, là, c'était du conflit pour conflit, du conflit d'idées aussi. Je sais pas si c'était extrêmement enrichissant. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois, mais ça, tu l'as vécu par ça, c'est vers toi. C'est le souci d'Internet aussi, hein. C'est clair. Toujours. Mais est-ce que vous, dans vos domaines de compétences, est-ce que ça vous est arrivé d'aller commenter ou de contacter directement d'autres vidéastes pour leur dire là quand même il y a un problème ou je suis pas d'accord ou pour proposer un débat ou quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dirait de faire ça? En toute humilité, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire sur certains sujets déjà. Idem. De tomber sur des vidéos qui étaient un petit peu sur le même thème que moi. Justement, quand je dis en toute humilité, c'est parce que justement je ne me considère pas expert, mais j'avais fait de mon côté mes propres recherches et je suis allé dans les commentaires à discuter avec ces gens-là, que j'ai récupéré sur Facebook après, pour justement me confronter les idées et avoir justement un enrichissement mutuel de nos recherches différentes. À toi, Anna. Non, mais j'allais dire, mais c'est d'autant plus vrai dans le domaine entre guillemets artistique, parce que voilà, il y a ce biais de la subjectivité qui parfois peut nous faire passer à côté de certaines choses, et il en est ressorti parfois des débats très intéressants avec certaines personnes qui n'étaient pas de mon point de vue, et qui m'ont enrichi, personnellement qui m'ont enrichi. Je vais pas dire qu'elles m'ont fait changer de point de vue, mais j'ai accepté le leur. Et je pense que c'est intéressant, surtout dans ces domaines artistiques. Voilà, tout bêtement. Pour reprendre le point de l'occultation entre guillemets de pans de l'histoire, moi il m'est arrivé en traitant un sujet en fait d'occulter un point qui pouvait paraître important et j'ai trouvé ça vraiment génial qu'il y ait d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui aient de me dire tiens je comprends pas pourquoi t'as pas parlé de ça en fait dans ta vidéo, et ça pointait quelque chose qui était vachement important, on le faisait remonter dans les commentaires, on pouvait l'ajouter en annotation comme je le disais tout à l'heure, et c'est important parce que ça enrichit la vidéo, ça enrichit le contenu, ça enrichit tout ce qu'il y a autour. Je suis absolument d'accord. Moi, ça m'est arrivé aussi d'aller mettre quelques commentaires sur des gens qui nient l'évolution, parce que c'est mon dada. Et le problème, c'est que là, par contre, c'est pas tellement ouvert à débat, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses vraies qui sont avérées, et il y a des gens qui refusent ces choses-là. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la théorie de la gravité, et que je disais qu'une personne qui va prétendre donner son avis sur la théorie de la gravité, j'ai pas envie de l'écouter. Il n'y a pas d'avis à donner. Malheureusement, des fois, la vie est comme ça. Il y en a qui ont raison et il y en a qui ont tort. Le relativisme ne marche pas partout, ça marche même rarement. Après, sur la théorie de la gravité, ça marche souvent quand même. On peut dire pas de choses. On peut même faire des films comme Interstellar, et voilà. Après, on a une vision plus artistique de la question, mais c'est pas pareil. Mais c'est assumé, on le sait. On est dans une œuvre d'art qui prend des libertés. Ça n'a pas la prétention d'être quelque chose de totalement avéré. Dave. Le souci ensuite, ça va être la publicité qu'on va pouvoir faire autour de certaines choses. Il y a des films qui disent plein de conneries. C'est pas grave qu'ils disent des conneries, mais c'est grave qu'ils se vendent comme des films qui n'en disent pas. On ne parlera pas de Lucie ce soir.
Je savais que t'avais Lucide de Luc Besson, le film le plus bête de l'histoire. Alors, on m'avait dit qu'on ne donnait pas de nom. Il y a y penser qui nous dit on peut pas donner un avis sur la gravité. Bah, malheureusement, oui. tu lâches une pomme, elle va tomber par terre. Je veux dire, là c'est une méthode scientifique. C'est ça, exactement. Justement, par rapport à ça, j'ai un avis nuancé sur la question, bizarrement. Justement, le fait d'avoir un avis, je pense qu'à partir du moment où l'avis est ouvert au débat, tu disais tout à l'heure, Vled, et maintenant que tu es allé justement sur les sites qui étaient contre la théorie de l'évolution, qu'une fois que tu es là-bas, il n'y a pas de débat possible. J'ai envie de dire, est-ce que du coup, on a de l'énergie à perdre avec les gens qui ne veulent pas le débat? Pour autant, quelqu'un qui viendrait te dire, moi j'ai un avis perso sur la relativité, je voudrais te l'exposer. Moi, je vais pas lui dire ta gueule, je vais lui dire, écoute, vas-y, moi j'ai mon propre avis sur la question qui est confronté avec les connaissances actuelles, des expériences et des choses qui, pour moi, je les considère comme vraies et tu as intérêt à t'accrocher pour révolutionner ce que je considère comme vrai, parce que ce vrai-là, ce n'est pas mon avis, c'est des faits qui l'ont fait. Pour autant, je pense que si quelqu'un fait la démarche de venir te dire j'ai un avis sur la relativité, écoutons-le. Peut-être qu'il va dire de la merde, peut-être qu'il va juste changer notre façon de voir. Si je peux me permettre, j'ai une réponse à apporter à Bruce de Y penser qu'on salue, qui est dans le chat, qui dit que sur la gravité, il y a quelqu'un qui a eu un avis en 1915, ok, c'est Einstein, sauf qu'en fait, Einstein n'a pas eu un avis, il a eu une démonstration, il a eu une théorie. Et c'est pas la même chose que de donner un avis selon sa propre autorité, ou de venir donner un avis, entre guillemets, appuyé sur de la vraie connaissance, des vrais calculs, des vraies recherches. Et on retombe sur le domaine de l'expertise, etc. Et il n'y a pas de débat à avoir sur la réalité ou non de l'évolution avec des gens qui la nient. Il faut avoir un débat sur pourquoi est-ce qu'ils refusent l'évolution. Ça, c'est passionnant, c'est intéressant. J'ai un bouquin là-dessus qui sortait un jour édité avant l'an 2300. Mais il ne faut pas non plus tout discuter juste pour le plaisir de discuter. On ne va pas remettre en question le fait que la Terre est ronde. Si quelqu'un vient me dire que la Terre est plate ou que la Terre est creuse, je ne vais pas lui accorder beaucoup de temps, parce que c'est quand même pas extrêmement intéressant. Après, pourquoi est-ce que lui a envie de croire ça? C'est de la psychologie et c'est passionnant, mais c'est pas la même question. Sauf si après, ça dépend il a envie de le croire. Vas-y, Dave. Non, je dis, après, ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui sont établis jusqu'à preuve du contraire, mais après, pour des sujets comme l'histoire, on peut toujours débattre et tout remettre en cause quasiment. C'est vrai. Ça, c'est facile. Ça dépend. Mais après, moi, ce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur les théories, etc., on va toujours prendre ce qui est le plus probable, mais il faut le préciser, que cette théorie-là, c'est la théorie la plus raisonnée, la plus probable, où il y a le plus d'argumentation, mais il y a peut-être toujours des choses qui peuvent être discutables. Et les personnes qui peuvent avoir un avis différent, justement, enfin un avis personnel sur une théorie, il faut leur laisser ce droit-là par rapport à ça. Par exemple, si je prends la théorie du Big Bang, c'est la théorie la plus probable pour la création de l'univers, mais il y a quand même des choses discutables au niveau des planètes, de la pression des planètes, de la rotation des planètes, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui permettent de créer un avis, de créer son propre avis et de discuter. Et le débat, je trouve que c'est tellement important justement pour qu'on puisse faire développer la culture, la science, etc. Et encore une fois, c'est par rapport à nos connaissances actuelles. Peut-être que d'ici quelques siècles, on n'aura plus les mêmes connaissances et qu'on aura d'autres croyances, d'autres certitudes. Voilà. C'est vrai, mais lorsqu'on veut débattre, il faut quand même appuyer son avis sur quelque chose. Oui. Et lorsqu'on a, regardons la théorie de l'évolution, où il y a plein de théories différentes, mais sur la théorie de l'évolution, il n'est pas impossible que demain on découvre un fossile qui anéantisse tout ce qu'on croit savoir. C'est possible. C'est pas vraisemblable, mais c'est possible. Mais en l'état actuel des connaissances, il n'est pas raisonnable d'avoir tel ou tel point de vue. Il y a des points de vue qui ne sont pas du tout raisonnables. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Parce qu'il y a une sorte de relativisme. C'est à la mode de dire que tous les avis se valent, que la science occidentale n'a pas à dicter les règles dans le monde, sauf que la théorie de Newton, elle est vraie aussi à Tombouctou. Et que on ne peut pas soumettre à débat tout constamment. Au niveau des non-experts, chez les experts, tout est soumis à débat constamment, mais c'est un niveau de discussion qui est tellement au-delà des considérations que nous on peut avoir ici ce soir, que il faut aussi
accepter que le doute a une fin. Parce que sinon on doute de tout et on tombe dans le conspirationnisme. Vous voyez ce que je veux dire? La série Newton... Tu vas loin quand même. Ouais. Non, enfin, je vous donne le point de vue rationaliste, sceptique extrême. Pour les auditeurs. Sauf que l'extrême, l'excès de raison n'a jamais nuit à personne. Après, évidemment, ça, il faut le nuancer après, bien sûr. Pour les auditeurs, quand même, j'aimerais préciser que Mandax dans la vraie vie est une marionnette. Voilà, c'est ça. Bonjour. Du coup, je n'ai plus pour toi la parole parce que je ne suis qu'une marionnette. Anna? Oui. Oui, il est 21h55. Oui, tout à fait. Non, j'allais justement rebondir sur ce que disait Mandax sur au bout d'un moment, il faut arrêter de douter de tout. Et bien, pour en recentrer un petit peu simplement le sujet, moi je dirais qu'il faut aussi douter de ce que l'on regarde sur Internet, des vidéos que l'on consomme, pour pouvoir aller croiser les sources, pour accorder sa confiance à des personnes qui nous semblent être de confiance tout bêtement, pour me répéter. Voilà, je dirais juste ça. C'est un bon résumé. Ben? Oui, pardon, je savais pas qu'on me donnait la parole. Non, en fait, c'est parce que tu es la première personne sur qui je suis tombée au niveau de la photo. Donc Ben, as-tu quelque chose à rajouter? Non, bon, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, même si on s'est un peu égaré sur la fin du débat, selon moi, légèrement. Mais c'était cool d'avoir les avis de tout le monde là-dessus, et je pense que voilà, l'important, c'est en tout cas pour moi, c'est de pouvoir susciter une curiosité, et puis surtout d'avoir une communauté de vidéastes de plus en plus présente, de plus en plus nombreuse, qui est à la recherche d'une certaine éthique dans la diffusion du savoir, quoi. Mu, un petit mot de la fin. Écoute, moi je pense qu'on a bien discuté autour de beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on est rentré dans des sujets assez pointus, mais je pense qu'on a bien cerné comment dire, la personnalité qu'on doit avoir en tant que vidéaste, et la position qu'on doit avoir surtout en tant que vidéaste, et ce qu'on doit faire par rapport aux internautes qui nous regardent. Et je pense qu'on était vraiment d'accord pour dire qu'il faut être discipliné, qu'il faut avoir une bonne méthodologie, qu'il faut chercher à s'intéresser aussi à d'autres personnes qui sont expertes dans les domaines qui nous passionnent, et qu'il faut être aussi à l'écoute des internautes, des gens qui nous regardent, ceux qui mettent des commentaires, parce qu'on peut tomber sur des personnes justement qui sont plus compétentes que nous, enfin pas compétentes, plus renseignées, plus instruites que nous, et oui, plus expertes, voilà. Et je pense que l'émergence là qu'on voit justement des contenus culturels va permettre de faire évoluer ça dans un bon sens. Je pense que les relations qu'il va y avoir entre experts et vidéastes qui cherchent à faire la vulgarisation vont s'améliorer. Des Garous, un petit mot? Un petit mot, on va dire que si c'est le mot de la fin, je ferai en sorte de rester paradoxal comme vous savez que j'aime l'être. Ça sera un mot plein de sens. Mon mot de la fin sera tuberosum. D'accord, entendu. Merci. Vlad et Mandax. Je trouvais ça très intéressant. J'espère qu'il y aura d'autres lives pour discuter de sujets divers et variés. Et je pense qu'on a abordé à peu près toutes les questions, à savoir que avant tout il faut de l'éthique, mais que le spectateur ne peut pas savoir si on a d'éthique si lui-même n'a pas une méthode. Et donc il faut susciter chez les spectateurs. Et je pense que ça va venir, parce que comme on dit, c'est une plateforme nouvelle, les habitudes vont changer. Les gens vont, j'espère, acquérir une méthode pour jauger de la qualité des programmes, pour zapper un peu partout, aller faire des choses de qualité. Et nous, comme on est dans la génération qui met ça en route, on a le devoir de faire ça bien. Voilà. Et... Ah oui, pardon, Vlad, excuse-moi. Ah oui, ils sont deux. Ils sont deux.
Il y a même Loki qui dit au revoir derrière. Il est dans le lit. On ira s'occuper de lui. Oui, moi j'allais dire que j'espère que justement on fait partie de la généralisation et de la génération qui va réussir à faire disparaître ces phrases stupides qui sont que la curiosité est un vilain défaut et qui vont permettre de faire en sorte que un télo cesse d'être une insulte. Et comme mot de la fin, je vais juste dire que il ne faut pas avoir peur d'être exigeant. Et moi je dis, Léo, je te casse ta glotte. Voilà. Dave. Écoute, deux choses. D'une, regardez un max de vidéos. Ne prenez pas tout pour argent comptant, mais il y a quand même beaucoup de trucs cool à voir. Le débat est parti très loin quand même, mais on a su recentrer, c'était sympa. Et aussi, chose importante, remercier tous les gens qui étaient présents ce soir. On a eu un super public qui a posé des super questions. Désolé de pas avoir pu répondre à tout le monde. Voilà, désolé de pas avoir pu répondre à tout le monde parce que ça a été très vite. Et je suis aussi désolé de ne pas avoir pu participer. Le débat était déjà très passionné. Je pense qu'avec déjà 5 personnes qui parlent, on était bien. Donc voilà. Ouais, c'est clair, n'hésitez pas à voir pas mal de vidéos et surtout je vous rappelle pour l'info pour les gens qui n'étaient pas là au début du live qu'effectivement l'association de la vidéothèque d'Alexandrie va être créée cette semaine, donc ça devient tout à fait officiel et on vous tiendra au jus sur les réseaux sociaux et notre futur site internet. Voilà, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la vidéothèque. Et puis sur les réseaux sociaux de la vidéothèque, parce qu'il y a le lien de tout plein de bonnes chaînes de vulgarisation. Et puis merci à vous justement pour ce soir. Encore une fois, désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais merci d'avoir été aussi présent et aussi vif sur le chat. N'hésitez pas par la suite, parce que là le chat va être fermé, à réagir grâce au hashtag RDVPharos. Et puis on vous souhaite à tous une très... Oui, merci au modérateur du chat. Ah oui, les modérateurs. Oui, merci Modo. Et merci Anna et à Ben qui vont gérer la technique pour ce soir. Voilà. Et merci pour la charte graphique. Merci vous beaucoup. Vous avez tous été géniaux, je vous aime tous, plein, fort. Ce qui nous a fait, la super image que vous voyez, c'est Etonarium qui l'a créé et un vidéaste recommandé justement par Alexandrie. Et allez voir ce qu'il fait, c'est super sympa. Voilà. Des bisous tout le monde. Des bisous à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous.